Abigail Harper plaqua ses deux mains contre son ventre. Elle retint sa respiration, comme on le lui avait appris depuis son enfance. Fais-toi plus petite, prends moins de place. Disparais si tu le peux. Mais elle était seule sur ce quai de gare à Point Crossing, au Kansas. Elle tenait un télégramme froissé dans son poing. Et toute une ville regardait cette femme corpulente que personne n'était venu chercher. Il était impossible de se faire assez petite. D'où l'homme qu'elle avait traversé 3 États pour épouser lui avait envoyé 6 mots au lieu d'une bague. Mariage reporté. Ne me cherchez pas. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à notre chaîne. Suivez le voyage d'Abigail jusqu'à la toute fin. Laissez un commentaire avec la ville depuis laquelle vous nous regardez. J'adorerais voir jusqu'où son histoire voyage. Le chef de gare avait lu le télégramme avant elle. Abigail le savait à la façon dont il l'avait plié lentement. Comme un homme pliant un drapeau sur un cercueil. Il le fit glisser sur le comptoir sans la regarder. Arrivé il y a environ 1 heure, mademoiselle. Elle le prit, le déplia, le lut une fois, puis une deuxième. Mariage reporté. Ne me cherchez pas. Victor Caldwell. 6 mots, même pas 7. Pas même assez pour remplir un souffle. Elle le replia le long des mêmes plis, le glissa dans son gant et se retourna pour faire face au quai. 14 personnes la regardaient. Elle en compta 14. 2 femmes près de la pompe à eau. Un groupe d'hommes devant le magasin de fourrage. Une mère serrant sa fille contre elle, comme si le rejet était contagieux. 3 cow-boys appuyés sur la balustrade, chapeau baissé, bouche déjà en mouvement. Personne ne lui parlait, mais tout le monde parlait d'elle. Mon Dieu, quelle femme imposante. La fiancée de Victor Caldwell. Celle-là. Eh bien, on ne peut pas blâmer l'homme, n'est-ce pas? Abigail entendait chaque mot. Elle avait toujours tout entendu depuis l'âge de 9 ans. Et sa propre mère lui avait cousu des robes avec des pains supplémentaires en disant « Nous n'en parlerons pas, Abby, nous allons juste nous adapter. » S'adapter, c'était le mot autour duquel toute sa vie avait été construite. Des chaises plus larges, des corsets plus lâches, plus de tissu, des assiettes plus petites au dîner pour que personne ne voie combien elle mangeait réellement. Ce qui n'était jamais plus que n'importe qui d'autre. Mais cela n'avait jamais eu d'importance. Ce qui comptait, c'était ce que les gens supposaient en la regardant. Et en ce moment, 14 personnes à Pond Crossing, au Kansas, supposaient exactement ce que Victor Caldwell avait confirmé. Elle était trop grosse, trop lourde, trop large, trop présente. Trop de femmes pour qu'un homme la désire. Abigail agrippa la poignée de sa valise. Une seule valise? Car Victor lui avait dit de voyager léger. Il lui avait dit que la maison était meublée. Il lui avait dit que tout ce dont elle aurait besoin l'attendrait. Et elle resta parfaitement immobile. Elle ne pleura pas. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Le soleil pesait sur le quai comme une punition. Juillet au Kansas n'avait ni pitié ni ombre. Et la robe de voyage bleu pâle d'Abigail était déjà trempée dans le dos. Elle sentait la sueur couler entre ses omoplates, os s'accumuler à sa taille. Le tissu collait à chaque courbe et chaque pli que Victor avait autrefois qualifié de féminin dans ses lettres, et qu'il trouvait maintenant apparemment inacceptable en personne. Non pas qu'il soit venu en personne. Il n'avait même pas eu la décence de la rejeter en face. 3 États. Elle avait traversé 3 États pour une promesse écrite à l'encre sur du papier parfumé. 37 lettres en 4 mois. Chacune plus tendre que la précédente. Chacune plus spécifique dans son affection. J'admire une femme de substance, Abigail. Une femme qui remplit une pièce, pas seulement avec son corps, mais avec sa présence. Elle l'avait cru. Que Dieu lui vienne en aide. Elle avait cru chaque mot. Mademoiselle, elle se retourna. Le chef de gare se tenait dans l'embrasure de la porte, chapeau à la main. Il la regardait comme les hommes regardent les chevaux aux pattes cassées, hors de la pitié mêlée au calcul silencieux de ce qu'il faut faire avec quelque chose d'irréparable. Le prochain train vers l'Est passe jeudi, dit-il, si vous devez repartir. Repartir où? Dans la maison de son père où on l'avait déjà expédié comme un surplus d'inventaire. Dans la chambre d'amis de sa sœur où elle dormirait sur un lit de camp. Et écouterait son beau-frère plaisanter sur le fait de nourrir une bouche de plus. Le poste d'enseignante auquel elle avait renoncé parce que Victor Caldwell avait écrit « Tu n'auras pas besoin de travailler, ma chérie. Je subviendrai à tes besoins. » « Merci, dit Abigail. Je me débrouillerai. » Le chef de gare hocha la tête et se retira. Elle resta là.
1 minute, 5 minutes, 10. La foule s'éclaircit, mais les regards ne cessèrent pas. Ils devinrent simplement plus discrets. Des coups d'œil derrière les rideaux, des chuchotements au coin des rues. Et puis le chariot arriva. Elle entendit d'abord les roues, puis les garçons. Pas, on peut avoir des sucres d'orge. Pas. Thomas a dit que je ne pouvais pas en avoir deux. Mais la dernière fois, il en a eu deux et moi un seul. Caleb, tais-toi. Le chariot s'arrêta près du quai. Un homme descendit. Grand, le visage hâlé, mince de la façon dont le dur labeur rend un corps mince. Il avait une mâchoire qui semblait d'avoir été sculptée avec un couteau émoussé. Et des yeux si enfoncés qu'il semblait l'observer depuis un endroit lointain à l'intérieur de son crâne. Il ne portait pas de chapeau. Le col de sa chemise était taché de sueur. Ses bottes étaient couvertes de quelque chose qu'elle ne voulait pas identifier. Deux garçons étaient assis à l'arrière du chariot. L'aîné, peut-être 9 ans, regardait droit devant lui avec la posture rigide d'un enfant essayant d'être un homme. Le plus jeune, 6 ans peut-être, on grattait une croûte sur son genou en fredonnant. L'homme, Samuel Reed, bien qu'elle ne connaisse pas encore son nom, passa devant elle vers le bureau de la gare. Puis il s'arrêta, recula de 2 pas et la regarda. Pas son corps, son visage. Plus précisément ses yeux, la façon dont ils étaient secs, la façon dont sa mâchoire était serrée, la façon dont elle tenait cette valise comme une arme plutôt qu'un fardeau. « Madame, dit-il, monsieur, vous attendez quelqu'un? » J'attendais. Rachel marqua une pause. Il est déjà parti. Samuel Reed resta là un moment. Le soleil tapait sur eux deux. Une mouche à cheval vrombissait entre leurs visages et aucun ne sia. Le dénommé Caldwell, dit-il. Ce n'était pas une question. Les nouvelles vont vite. C'est une petite ville. Il déplaça son poids, regarda le chariot, regarda ses garçons, puis la regarda de nouveau. Ma femme est morte il y a 14 mois. La fièvre l'a emportée dans la nuit. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Abigail ne dit rien. Thomas n'a pas souri depuis. Caleb met encore une assiette pour elle au souper. Je ne peux pas. Il s'arrêta. Voilà quelque chose qui semblait douloureux. Je ne peux pas continuer à les élever seuls. J'ai écrit à toutes les agences matrimoniales à l'est du Mississippi. Personne ne veut venir au Kansas. Personne ne veut d'un homme avec 2 garçons et un ranch à 3 mauvaises semaines de la faillite. Je suis désolé pour votre perte, dit Abigail. Je n'ai pas besoin de pitié. Il la regarda de nouveau, durement, directement. J'ai besoin de quelqu'un qui n'abandonnera pas. Le silence entre eux était énorme. Vous ne me connaissez pas, dit-elle. Non, madame, vous ne savez rien de moi. Je sais que vous êtes encore debout. La plupart des femmes se seraient assises maintenant, ou auraient pleuré, ou seraient rentrées attendre le prochain train. Il désigna sa valise d'un signe de tête. Vous ne rentrez pas. Vous ne pleurez pas. Et vous n'êtes pas assise. Oh, cela ne veut pas dire que je suis apte à... J'ai une maison de 4 pièces, une cuisine qui fonctionne, un puits qui ne t'arrête pas, 2 garçons qui ont besoin que quelqu'un leur apprenne que les femmes ne sont pas seulement des gens qui partent. Il marqua une pause. Je ne vous offre pas de romance, madame. Je vous offre un toit, un travail honnête et un homme qui ne vous enverra pas un télégramme au lieu de se présenter. Abigail le dévisagea. 14 personnes regardaient encore. Elle pouvait sentir chacun de leurs regards. « Vous me demandez en mariage, dit-elle d'un ton neutre. Je propose un partenariat à une femme que j'ai rencontrée il y a 40 secondes. 30 secondes de plus que la plupart des décisions que j'ai prises et qui se sont avérées justes. » Elle faillit rire, presque. Le son se coinça quelque part dans sa poitrine et devint autre chose. Pas du chagrin, pas du soulagement, mais quelque chose de brut. « Les gens parleront, dit-elle. Les gens parlent déjà. Ils diront que vous m'avez épousé par pitié. Laissez-les dire. Ils diront que je suis trop, madame. » Il s'approcha. Pas menaçant, pas doux, juste certain. J'ai enterré une femme qui pesait 98 livres. C'était la personne la plus forte que j'ai jamais connue, et son corps n'y était pour rien. Je me fiche de votre poids. Ce qui m'importe, c'est de savoir si vous resterez. Abigail Harper regarda cet homme. Cet étranger avec son cou brûlé par le soleil, ses 2 garçons silencieux et le fantôme de sa femme décédée toujours assis sur le siège passager de son chariot. Et elle prit une décision. Non pas parce qu'elle n'avait pas d'option, mais parce qu'elle reconnut quelque chose. Elle reconnut un homme qui disait la vérité. Ils marchèrent jusqu'à la chapelle en plein jour,
passant devant chaque fenêtre, chaque murmure. Thomas et Caleb suivaient derrière. Thomas méfiant, Caleb confus. Pas, on va avoir des sucres d'orge ou pas? Après, Caleb. Après quoi? Après que je me sois marié. Caleb digéra l'information. Avec qui? Samuel désigna Abigail d'un signe de tête. Caleb la regarda. Elle le regarda. Il avait les yeux enfoncés de son père et un espace entre ses dents de devant assez large pour siffler. « Vous êtes gentil? » demanda-t-il. « J'essaie de l'être, dit-elle. « Vous savez faire des biscuits? »« Oui, mieux que ceux de Madame Hannigan, parce que les siens ont le goût de l'étable. » Abigail faillit sourire. « Je ferai de mon mieux. » Caleb se tourna vers son père. « Je l'aime bien. » Thomas ne dit rien. Il marchait les bras raides le long du corps, les poings serrés, la mâchoire contractée. 9 ans et déjà blindé. Abigail le remarqua. Elle le classa dans la partie de son esprit qui cataloguait la douleur, la partie qui construisait son inventaire depuis l'enfance. La chapelle était petite, blanchie à la chaux. Le révérend déjeunait sur le perron et leva les yeux avec des miettes dans sa barbe. « Samuel Reed, je ne vous attendais pas aujourd'hui. Moi non plus, révérend. Mais me voilà. » Le révérend regarda Abigail. Ses yeux descendirent puis remontèrent. Elle le regarda faire. Elle avait vu 1 millier d'hommes le faire. L'inventaire, l'évaluation, l'arithmétique silencieuse de la chair et du jugement. « C'est la fiancée de Caldwell? » demanda-t-il. « C'est la fiancée de Reed maintenant, » dit Samuel, « si elle veut bien de moi. » Le révérend regarda Abigail. « Mademoiselle, est-ce que ce que vous voulez? » Et toutes les réponses qu'on lui avait apprises disaient « Non, non, on n'épouse pas des étrangers. Non, on ne prend pas de décisions désespérées. Non, on ne se tient pas dans une chapelle poussiéreuse, dans une robe trempée de sueur, avec un télégramme froissé dans son gant, pour dire oui à un homme dont on a appris le nom il y a 3 minutes. » Mais toutes les réponses qu'on lui avait apprises lui avaient aussi dit de se faire plus petite, de s'adapter, de rétrécir. Elle en avait fini de rétrécir. « Oui, dit-elle, c'est ce que je veux. » La cérémonie dura 4 minutes. Pas de musique, pas de fleurs, pas d'alliance. Samuel promit d'en faire fabriquer une d'ici la fin de la semaine. Quand le révérend dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Samuel la regarda et dit doucement « Seulement quand vous serez prête, madame. » Elle hocha la tête. Il ne l'embrassa pas. Et ce simple acte de retenue lui en dit plus sur Samuel Reed que 37 lettres de Victor Caldwell ne l'avaient jamais fait. Le trajet en chariot jusqu'au ranch dura 40 minutes. Caleb s'endormit contre le bras d'Abigail en moins de 10 minutes. Son corps était chaud, petit et confiant, comme seul le corps d'un enfant de 6 ans peut l'être. Elle resta immobile, respirant à peine, terrifiée à l'idée de le réveiller. Thomas était assis de l'autre côté du chariot, aussi loin d'elle que la géométrie le permettait. Samuel conduisait. Il ne parlait pas. Le silence entre eux n'était pas gênant. C'était autre chose, quelque chose de patient. Comme le silence entre 2 personnes qui savent toutes deux que les mots, à ce moment-là, ne feraient qu'encombrer. Le ranch apparut lentement. Une maison, une grange, une clôture qui s'étendait vers l'horizon. Tout était décoloré par le soleil et usé par le vent. Le porche s'affaissait sur le côté gauche. Une chaise à bascule était vide près de la porte. « C'était la sienne, » dit soudain Thomas. Sa voix était tranchante et accusatrice. « Cette chaise, c'était celle de ma mère. » « Thomas, » commença Samuel, « elle n'est pas ma mère. » Les mots frappèrent en l'air comme une gifle. Abigail regarda le garçon. Son visage était un masque de fureur contenue. Le genre de contrôle qu'un enfant de 9 ans ne devrait pas savoir maîtriser. « Non, » dit-elle calmement, « je ne le suis pas. » Thomas cligna des yeux. Il s'était attendu à une dispute, à des larmes ou à l'une de ces horribles assurances mielleuses que les adultes utilisent pour masquer la douleur. « Je ne suis pas votre mère, » répéta Abigail, « et je ne prétendrai pas l'être, mais je suis là et j'ai l'intention de rester. » Thomas la fixa pendant un long moment, puis il descendit du chariot et entra dans la maison sans un autre mot. Samuel expira. « Il est en colère, » dit Abigail. « Il est censé l'être. » Samuel la regarda vraiment. Et quelque chose changea derrière ses yeux enfoncés. Quelque chose qui aurait pu être la première fissure dans 14 mois de sang-froid soigneusement entretenu. « La cuisine est à l'arrière, » dit-il doucement. « Je vais rentrer votre valise. Je peux la porter. Je sais que vous le pouvez. » Il la souleva quand même. « Mais vous n'êtes pas obligé. »
Cette première nuit, Abigail resta éveillée sur un lit étroit dans une chambre qui sentait la poussière et de la lavande. Quelqu'un avait mis de la lavande séchée sous l'oreiller, et elle soupçonnait que ce n'était pas Samuel. Elle pouvait entendre Caleb respirer à travers le mur mince, profondément et régulièrement, avec confiance. Elle pouvait entendre Thomas ne pas dormir. Le grincement agité de son sommier, les petites bruits contrôlés d'un garçon essayant de ne pas pleurer. Et quelque part dehors, elle pouvait entendre Samuel sur le porche, le lent craquement de ses bottes sur le bois. Il faisait les 100 pas comme le font les hommes qui ont pris une décision et attendant de savoir si c'était la bonne. Abigail fixa le plafond. 24 heures plus tôt, elle était dans un train, le front pressé contre la vitre. Elle regardait la prairie se dérouler comme une promesse. Elle avait été Abigail Harper, la future épouse de Victor Caldwell. Elle avait été certaine. Elle avait été pleine d'espoir. Elle avait été une idiote. Maintenant, elle était Abigail Reed, et s'épouse d'un étranger, belle-mère de 2 garçons en deuil. Résidente d'un ranch qu'elle n'avait jamais vu, dans une ville qui avait déjà décidé qu'elle était une plaisanterie. Elle plaqua ses mains contre son ventre, une vieille habitude, puis elle les déplaça sur ses côtés. Un nouveau choix. Elle ferma les yeux. Demain, décida-t-elle, elle n'essaierait pas de gagner l'amour de cette famille. Elle ne jouerait pas un rôle. Elle ne rétrécirait pas. Elle ne s'excuserait pas pour l'espace qu'elle occupait dans cette maison, dans ce lit, dans cette vie. Elle serait simplement présente. Et elle continuerait à être présente jusqu'à ce que sa présence signifie quelque chose. Dehors, le grincement du porche cessa. Une porte se ferma doucement. Le silence emplit la maison comme l'eau remplit un puits, lentement, par le fond. Abigail Harper Reed dormit pour la première fois au Kansas, les mains sur les côtés et les poumons pleins d'air de la prairie. Elle ne rêva pas de Victor Caldwell. Elle ne rêva pas du tout. Le coq chanta à 4h30 et Abigail était déjà réveillée. Elle était réveillée depuis 3 heures, allongée dans ce lit étroit. Elle écoutait la maison s'installer et gémir autour d'elle comme un vieil homme qui bouge dans son sommeil. Elle avait compté les fissures au plafond, 7. Elle avait compté les battements de son cœur, trop nombreux. Et elle avait compté les raisons pour lesquelles elle devait se lever avant tout le monde. Parce que la première personne à revendiquer une cuisine revendique un foyer. Et Abigail Harper Reed n'allait pas laisser cette maison décider qu'elle n'y avait pas sa place. Elle s'habilla rapidement. Le plancher protesta sous son poids et elle grimaça à chaque craquement. Elle passa prudemment devant la chambre des garçons, devant la porte fermée où Samuel dormait ou ne dormait pas. Elle avait entendu le porche craquer 2 fois de plus pendant la nuit. La cuisine était pire que ce à quoi elle s'attendait. De la graisse incrustée sur la cuisinière, des mittes de farine dans le garde-manger. Une pile d'assiettes en était couverte de quelque chose qui aurait pu être des haricots il y a 3 jours. La fenêtre au-dessus de l'évier était si sale de poussière qu'elle ne pouvait pas voir à travers. Elle retroussa ses manches. Au moment où Samuel apparut dans l'embrasure de la porte, elle avait allumé la cuisinière, récuré les assiettes et des biscuits doraient dans le four. De vrais biscuits, pas les choses plates et tristes qu'elle avait vues émiettées sur le comptoir. Les tentatives ratées d'un homme qui cuisinait clairement comme il faisait son deuil, mal et sans demander d'aide. Samuel s'arrêta dans l'embrasure. Il fixa la cuisine, puis elle. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, dit-il. Je sais, je veux dire. » La cuisine était un désastre, oui. Il ouvrit la bouche, la referma, hocha la tête une fois. « Le café sent bon. Asseyez-vous. » Il s'assit. Abigail versa. Leurs doigts ne se touchèrent pas quand elle lui tendit la tasse, mais la distance entre eux semblait délibérée. Pas froide, juste prudente. 2 personnes mesurant l'espace qu'elles étaient prêtes à partager. « Les garçons se réveillent généralement vers 5 heures, dit-il. Caleb est déjà debout. Je l'ai entendu parler à quelque chose dans sa chambre. Je crois que c'est une grenouille. » Samuel fait des sourires. Il les garde dans un bocal près de la fenêtre. Martha avait l'habitude de... Il s'arrêta. Le nom frappa l'air et y resta suspendu, lourd comme de la fumée. Martha, sa femme décédée. La femme dont la lavande vivait encore sous l'oreiller d'Abigail. Elle avait l'habitude de le laisser les garder. Abigail termina. Elle avait l'habitude de lui faire les relâcher le dimanche. Il fixa son café. « Je n'ai pas eu le cœur de l'imposer. Je m'en occupe. » Il leva les yeux. « Vous n'êtes pas obligé. Samuel. » Elle prononça son nom pour la première fois, et cela sembla étrange dans sa bouche.
Trop intime et trop formel à la fois. Vous avez demandé une partenaire. Laissez-moi en être une. Il soutint son regard pendant 3 longues secondes. Puis il hocha la tête. Oui, madame. Caleb fit irruption dans la cuisine comme une petite tornade, pieds nus, chemise sortie du pantalon, grenouille à la main. Je l'ai appelé Général, annonça-t-il. Général Pat Vertes. Il a mangé une mouche ce matin, une grosse, et c'était dégoûtant et merveilleux. Caleb, dit Samuel, c'est des biscuits, de vrais biscuits, pas les plats que pas fait et qui ont le goût de... Caleb. Quoi? Chemise rentrée, bottes aux pieds. Caleb se regarda comme s'il voyait son propre corps pour la première fois. Oh, il regarda Abigail. Vous serez là tous les matins, c'est le plan, et vous ferez des biscuits. Ah, s'il y a de la farine. Caleb se tourna vers Samuel avec le sérieux grave d'un enfant rendant un verdict. Pas, elle peut rester. Le rire qui s'échappa de la poitrine d'Abigail la surprit. C'était le premier vrai rire qu'elle produisait depuis des mois. Pas le son poli et contenu qu'elle faisait dans société, mais quelque chose de plein et de sans retenue. Il remplit la cuisine. Caleb sourit. La bouche de Samuel tressaillit. Thomas apparut dans le couloir. Il n'entra pas dans la cuisine. Thomas, dit Samuel, viens se manger. Pas faim. Je ne t'ai pas demandé si tu avais faim. Viens se manger. Thomas se dirigea vers la table avec la précision mécanique d'un soldat suivant des ordres qu'il méprisait. Il s'assit aussi loin d'Abigail que possible. Il prit un biscuit sans la regarder, mordit dedans, mâcha. Quelque chose se passa sur son visage, juste une seconde. Une lueur, un adoucissement. La réponse involontaire d'un corps recevant quelque chose qui lui avait manqué. Puis le masque revint, plus dur qu'avant. C'est bon, dit-il d'un ton neutre, juste un biscuit. Abigail ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait vu la lueur. Elle pouvait travailler avec une lueur. Après le petit déjeuner, Samuel se recula de la table et dit « J'ai des clôtures à réparer sur la ligne sud. Je serai parti presque toute la journée. » Il regarda Abigail avec quelque chose qui aurait pu être de l'inquiétude. « Vous vous en sortirez ici. Je me suis sorti de pires situations. » Il soutint de nouveau son regard, ce même regard scrutateur. Puis il prit son chapeau au crochet près de la porte, le posa sur sa tête et sortit. Abigail se tint à la fenêtre de la cuisine, celle qu'elle avait nettoyée, et le regarda partir. Sa démarche était stable, sans hâte. La démarche d'un homme qui avait appris que se presser ne faisait pas avancer le travail plus vite. Puis elle se tourna pour faire face à son vrai travail. La maison. Elle n'était pas sale comme la maison d'un homme paresseux est sale. Elle était sale comme la maison d'un homme qui se noie est sale. Tout était négligé, non par insouciance, mais par un chagrin si dévorant que même l'entretien de base semblait d'un luxe impossible. Martha était morte depuis 14 mois, et pendant ces 14 mois, la maison était lentement en train de mourir aussi. Abigail commença par le garde-manger. Elle sortit tout, jeta la farine mitée, le lard rince, le pot de conserve si vieux que le couvercle avait rouillé. Elle réorganisa ce qui restait, ce qui n'était pas grand-chose, et fit une liste de ce qui manquait. Puis le placard à linge, puis la buanderie, puis la chambre des garçons. Elle y découvrit que le lit de Thomas était fait avec une précision militaire et que celui de Caleb ressemblait à un nid de petit animal. Elle ne toucha pas aux affaires de Thomas. Elle fit le lit de Caleb. Elle libéra 3 grenouilles de 3 bocaux différents. Le général Patsvert partit en dernier, et elle lui dit « De rien » avant qu'il ne disparaisse dans l'herbe. À midi, elle était en sueur, sa robe lui collant au corps d'une manière qui l'aurait mortifiée une semaine plus tôt, mais il n'y avait personne pour regarder, personne pour mesurer, personne pour calculer l'arithmétique de sa chair. Elle s'assit sur le poche, pas dans la chaise à bascule de Martha. Pas encore, juste sur la marche et laissa le vent chaud lui sécher le visage. « Vous avez déplacé les affaires de ma mère. » Thomas se tenait derrière elle. Elle ne l'avait pas entendu approcher. Et pour un enfant de 9 ans, c'était impressionnant. « Je n'ai rien déplacé de ta mère, dit-elle sans se retourner. Vous avez nettoyé le garde-manger. Elle organisait ce garde-manger. Les Mythes organisaient ce garde-manger, Thomas. Ta mère l'a organisé en premier et elle l'a bien fait. Mais les Mythes ne respectent pas plus les morts que la poussière. » Il resta silencieux. Moi, elle pouvait sentir sa rage. Pas le genre explosif, mais le genre qui brûle lentement. Le genre qui ronge l'intérieur d'un enfant comme de l'acide, parce qu'il n'y a personne de sûr sur qui le diriger. « Tu peux être en colère contre moi, dit-elle.
Je peux l'encaisser. Je ne suis pas en colère. D'accord. Je ne le suis pas. Je t'ai entendu. Il resta là un autre moment. Puis il dit très doucement. Elle faisait aussi des biscuits, meilleurs que les vôtres. Abigail hocha la tête. Je le crois. Thomas s'éloigna. Ses bottes frappaient de la terre durement, plus fort que nécessaire. Les pas d'un garçon essayant de laisser des marques sur un monde qui avait déjà effacé la personne qu'il aimait le plus. L'après-midi amena la première visiteuse. Abigail était plongée jusqu'au coude dans l'eau de lessive quand elle entendit le chariot approcher. Elle s'essuya les mains, écarta les cheveux de son visage et se dirigea vers l'avant de la maison. Une femme était assise sur le siège du chariot. Oui, mince, le dos droit, vêtue de noir malgré la chaleur. Elle avait le visage de quelqu'un qui avait été joli autrefois et qui portait maintenant son ancienne beauté, comme un ruban de campagne délavé, visible mais plus pertinent. « Madame Reed, dit la femme. » Le nom prit Abigail au dépourvu. C'était la première fois que quelqu'un d'autre que le révérend l'appelait ainsi. « Oui, je suis Clara Dawson. Je vis à 2 miles à l'est. Je vous ai apporté une tarte. » Elle tendit un plat couvert. « Et quelques conseils. Je prendrai la tarte, dit Abigail. Les conseils, ça dépend. » Clara Dawson descendit du chariot avec les mouvements efficaces d'une femme qui avait tout fait d'elle-même pendant des années. Elle tendit la tarte, à la pêche d'après l'odeur, et regarda Abigail avec une expression qui n'était ni gentille ni méchante. C'était une évaluation, pure et sans filtre. « Vous êtes plus imposante que je ne le pensais, » dit Clara. « La plupart des gens le pensent. » Et Victor Caldwell a dit à la moitié du comté que sa fiancée était sculpturale. Ce n'est pas le mot que j'utiliserais. Abigail posa la tarte sur la rampe du porche. « Quel mot utiliseriez-vous, Madame Dawson? » Clara réfléchit. « Substantiel. On m'a déjà traité de pire, j'imagine. » Clara croisa les bras. « Écoutez, je ne suis pas ici pour être cruel. Je suis ici parce que Samuel Reed est le seul homme décent qui reste dans ce comté et que ces garçons en ont assez vu. Si vous êtes ici pour l'utiliser comme un tremplin jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. » Madame Dawson, la voix d'Abigail était calme et claire. « J'ai été abandonné sur un quai de gare hier. J'ai épousé un homme que je connaissais depuis 5 minutes. J'ai récuré sa cuisine à 4 heures ce matin et libéré 3 grenouilles de la chambre de son fils de 6 ans. Ai-je l'air d'une femme qui cherche quelque chose de mieux? » Clara la dévisagea. Puis quelque chose se fissura sur ce visage rigide. Pas un sourire. Clara Dawson ne semblait pas être une femme qui souriait facilement, mais quelque chose proche du respect. « Martha était mon amie, » dit Clara. « Ma meilleure amie. Elle est morte dans cette maison, dans cette chambre du fond, et Samuel l'a sortie lui-même parce que le docteur n'est pas arrivé à temps. » Abigail sentit le poids de cela s'installer sur ses épaules. « Je ne la remplacerai pas, dit-elle. »« Non, » acquiesça Clara. « Vous ne le ferez pas. Mais vous pourriez combler une partie du silence qu'elle a laissé derrière elle. » Elle se retourna vers son chariot. « La tarte aux pêches doit être mangée aujourd'hui. Je ne l'ai fait pas pour qu'elle soit gaspillée. » Madame Dawson, Clara s'arrêta. « Merci, dit Abigail, pour la tarte et pour votre honnêteté. » Clara remonta sur le chariot. « L'honnêteté est la seule chose que je sache être. C'est pourquoi je n'ai que 2 amis dans cette ville. » Elle prit les rênes. « Enfin, une maintenant. » Le chariot s'éloigna. Abigail le regarda partir, tenant une tarte aux pêches à 2 mains. Elle se tenait dans la cour de la maison d'une femme morte. Portant le tablier d'une femme morte qu'elle avait trouvé accroché à un crochet dans la cuisine et mis sans réfléchir, elle baissa les yeux sur le tablier, l'enleva, le plia soigneusement, le mit dans un tiroir. Puis elle prit un chiffon propre, le noua autour de sa propre taille et retourna au travail. Samuel revint au crépuscule, et la maison dans laquelle il entra n'était pas celle qu'il avait quittée. Il se tint dans l'embrasure de la cuisine, au même endroit que le matin. Et cette fois, il ne se contenta pas de regarder. Il s'immobilisa. Le genre d'immobilité que les hommes adoptent quand quelque chose qu'ils portent depuis longtemps s'allège soudainement et qu'ils ne font pas confiance à ce soulagement. « Vous avez tout nettoyé, dit-il. »« Pas tout. La grange sent toujours la grange, le livre de compte. » Il désigna la table où elle avait étalé les livres du ranch, ceux qu'elle avait trouvés dans un tiroir couvert de poussière, des chiffres griffonnés d'une main qui avait clairement renoncé à la précision des mois auparavant. « Vous avez examiné les comptes. Samuel, vous payez 15% au-dessus du marché pour le grain.
Le fournisseur de Wichita vous arnaque. Il le fait depuis au moins 6 mois. Il cligna des yeux. Comment savez-vous ce que coûte le grain à Wichita? Mon père a tenu une épicerie pendant 30 ans. Je faisais ses comptes depuis l'âge de 12 ans. Elle tapota le livre. Vous êtes aussi en retard de 3 mois sur l'impôt foncier. Je le sais. Savez-vous que la pénalité double après 90 jours? Il s'assit lourdement, passa ses 2 mains sur son visage. Le son qu'il émit se situait entre un soupir et un abandon. Martha s'occupait des comptes, dit-il. Je sais, je sais. Elle poussa une assiette vers lui. Des biscuits, ouche des haricots, une tranche de tarte aux pêches offerte par Clara Dawson. Mange d'abord, ensuite nous parlerons chiffres. Il mangea lentement au début, puis plus vite. Comme un homme qui avait oublié que la nourriture pouvait avoir un autre goût que celui de l'obligation. Caleb dit que vous avez libéré le général Pat Vertis, dit-il entre 2 bouchées. Le général Pat Vertis est maintenant un citoyen libre du Kansas. Il a pleuré pendant 1 heure. Il s'en remettra. Samuel la regarda. Vous êtes plus dur que vous n'en avez l'air. Je suis exactement aussi dur que nécessaire. Quelque chose passa entre eux. Pas de l'attirance, pas encore. Quelque chose de plus fondamental. De la reconnaissance. La compréhension mutuelle de 2 personnes qui avaient toutes 2 appris, par des éducations séparées et brutales, que la douceur était un luxe et que l'endurance était une compétence. Merci, dit-il, pour la nourriture, pour la cuisine, pour le... Il fit un geste vague vers la maison, vers l'ordre qu'elle avait imposé à son chaos. Ne me remerciez pas, payez-moi en honnêteté. Madame, parlez-moi de Victor Caldwell. Samuel posa sa fourchette. Son expression changea. Pas de la colère exactement, mais quelque chose de réservé, de protecteur. Que voulez-vous savoir? Tout ce que vous savez. Parce qu'un homme comme ça ne disparaît pas simplement. Il envoie un télégramme qui dit « Ne me cherchez pas ». Et c'est un homme qui s'attend à être cherché. C'est un homme qui reviendra quand il sera prêt, selon ses propres termes. Samuel resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla, sa voix était basse. Victor Caldwell est arrivé à Pond Crossing il y a 6 mois. Il a payé des verres à tout le monde. Il a parlé d'investissement, de chemin de fer, d'argent de l'Est. Il portait des vêtements qui coûtaient plus que ce que la plupart des hommes ici gagnent en un an. Il marqua une pause. Il a charmé toutes les femmes de la ville et la moitié des hommes. Il a commencé à poser des questions sur la valeur des terres, les droits sur l'eau, puis il a commencé à écrire aux agences matrimoniales. Il cherchait une femme, il cherchait une dot. Samuel la regarda dans les yeux. Il a demandé la main de leur fille à 3 familles avant que votre nom n'apparaisse. Chacune d'elles a dit non après avoir vérifié ses références ou leur absence. Les mains d'Abigail se crispèrent sur ses genoux. Mon père n'a pas vérifié les références. Sans vouloir vous offenser, madame, mais votre père était soit désespéré, soit stupide. Les 2. Le mot sortit, dur et net. Il avait 3 filles, 2 mariées, et une. Elle se regarda. Une adaptation qui ne passait par aucune porte qu'il essayait de lui faire franchir. « Ce n'est pas ce que je vois, dit Samuel doucement. Que voyez-vous? » Il prit un long moment pour répondre. « Je vois une femme qui a réparé ma cuisine, qui a découvert que mon fournisseur me trompait, qui a libéré les grenouilles de mon fils, et qui n'a pas scellé quand un enfant de 9 ans a essayé de la faire se sentir comme une intruse. » Il reprit sa fourchette. « Je vois quelqu'un qui reste. » Abigail sentit quelque chose de dangereux dans sa poitrine. Quelque chose de chaud, d'inconnu et de terrifiant. Elle l'étouffa rapidement, non pas parce que c'était mal, mais parce que c'était trop tôt. La confiance, avait-elle appris, n'était pas quelque chose que l'on donnait. C'était quelque chose que l'on construisait. Brique par brique, biscuit par biscuit, grenouille par grenouille libérée. « Victor reviendra, dit-elle. Je sais. Il voudra quelque chose, il veut toujours quelque chose. Et quand il viendra, j'ai besoin que vous me laissiez m'en occuper. » Samuel fronça les sourcils. « Abigail, je suis sérieuse. Ce n'est pas un homme que l'on combat avec les poings. C'est un homme que l'on combat avec la vérité. Et la vérité sur Victor Caldwell de quelque chose que seul moi connais. Parce que je suis l'idiote qui a cru à ses lettres. » Samuel serra la mâchoire. Elle pouvait voir l'argument se former derrière ses yeux. L'instinct de protéger, de se mettre devant, de faire ce que les hommes de la prairie apprenaient à faire. « Je ne vous demande pas de vous retirer, dit-elle. Je vous demande de vous tenir à mes côtés.
Il soutint son regard. La cuisine était silencieuse. Quelque part dans la maison, Caleb rit de quelque chose. Un son clair et pur qui trancha le silence comme un rayon de soleil à travers la poussière. « À vos côtés, » répéta Samuel. « À vos côtés. » Il hocha la tête une fois, lentement. « D'accord, Madame Reed. À vos côtés, alors. » Cette nuit-là, Abigail s'assit à la table de la cuisine avec le livre de compte ouvert devant elle et un crayon à la main. Elle travailla sur les chiffres à la lueur de la lampe. Coût du fourrage, un nombre de têtes de bétail, dettes impayées, rendement prévu. Le ranch n'était pas en train de mourir, mais il saignait lentement et hichremote. Le genre de saignement qu'un homme trop fier pour demander de l'aide ne remarquerait pas avant de s'effondrer. Elle écrivit une lettre au fournisseur de grains de Wichita. Polie, professionnelle, dévastatrice. Elle détailla chaque surfacturation, cita les prix du marché de mémoire et conclut par une seule phrase. Je suis certaine que les futures factures reflèteront des prix exacts, car je détesterais que ce différend devienne une affaire publique. Elle scella l'enveloppe et la posa près de la porte. Puis elle entendit des pas. Petits, prudents, des pieds nus sur le bois. Thomas apparut dans l'embrasure de la cuisine. Il était en chemise de nuit, les cheveux en désordre, les yeux rouges. « Je n'arrive pas à dormir, dit-il. Je sais. Je ne venais pas vous voir, je le sais aussi. » Il resta là, pris entre le besoin de se retirer et le besoin de rester. Elle ne bougea pas, ne l'invita pas à s'approcher, ne le repoussa pas. Maman s'asseyait dans cette cuisine la nuit, dit-il. Elle écrivait des lettres à sa sœur dans le Missouri. Vraiment, elle me laissait m'asseoir avec elle. Elle ne parlait pas, elle me laissait juste être là. Abigail posa son crayon. Elle regarda la chaise en face d'elle. Elle ne dit rien. Thomas resta dans l'embrasure pendant 10 secondes de plus. Puis il se dirigea vers la table, tira la chaise et s'assit. Il croisa les bras sur la table et posa son menton sur ses avant-bras. Il ne la regarda pas, elle ne le regarda pas. Elle reprit son crayon et retourna au livre de compte. Ils restèrent assis comme ça pendant 20 minutes. Pas de mots, pas de contact visuel. Juste deux personnes partageant une table de cuisine et le genre particulier de silence qui existe entre des étrangers qui pourraient, avec assez de temps et de patience, devenir autre chose. Quand Thomas se leva enfin, il dit « Vos biscuits ne sont pas aussi bons que les siens. Je sais. Mais ils ne sont pas mauvais. » Il retourna dans sa chambre. Ses pas étaient plus doux cette fois. Pas les piétinements durs et colériques de l'après-midi. Quelque chose de plus calme, quelque chose qui pourrait, si elle écoutait attentivement, ressembler presque au premier pas vers la confiance. Abigail resta seule dans la cuisine pendant un long moment. Après cela, elle posa ses mains sur la table, pas sur son ventre. Sur la surface solide et réelle d'une table dans une maison qui commençait lentement et à contre-cœur à lui sembler sienne. Elle souffla la lampe et alla se coucher. Dans le noir, depuis le porche, elle entendit de nouveau le craquement des bottes. Samuel faisait les 100 pas, mais plus lentement cette fois. Moins comme de l'inquiétude, plus comme un homme apprenant à respirer dans une maison qui, incroyablement, recommençait à respirer. 3 semaines changèrent tout et rien. Abigail avait appris le rythme du ranch comme un musicien apprend une chanson. Pas d'un seul coup, mais note par note, erreur par erreur, jusqu'à ce que la mélodie vive à l'intérieur de son corps. Elle savait que Samuel se réveillait avant le coq et qu'il se tenait sur le porche pendant exactement 4 minutes avant de se diriger vers la grange. Elle savait que Caleb parlait dans son sommeil, des conversations entières avec des soldats imaginaires, et au moins 2 autres grenouilles qu'il avait fait passer en douce malgré son inspection. Elle savait que Thomas l'observait depuis les embrasures de porte, toujours les embrasures, n'entrant jamais complètement dans une pièce qu'elle occupait, comme si franchir ce seuil signifierait quelque chose qu'il n'était pas prêt à admettre. Et elle savait, avec la certitude d'une femme qui avait passé sa vie à lire les silences entre ce que les gens disaient et ce qu'ils voulaient dire, que Victor Caldwell allait revenir. Elle le savait comme on sait qu'un orage approche avant que le premier nuage n'apparaisse. Une chute de pression, un instinct, un serrement dans le ventre qu'aucune pensée rationnelle ne peut dissiper. Alors, quand le chariot de Clara Dawson déboula sur la route un mardi matin, la poussière volant, le cheval écumant, Clara elle-même à moitié debout sur le siège comme une femme livrant un message de guerre, Abigail était déjà sur le porche. « Il est là », dit Clara avant que le chariot ne s'arrête complètement.
Il est arrivé en ville ce matin, a pris une chambre à l'hôtel et un avocat de Topeka. Abigail agrippa la rampe du Porsche, ses jointures blanchirent. Un avocat, un jeune, maigre. On dirait qu'il n'a jamais mangé un repas complet ni dit la vérité de sa vie. Clara descendit, le souffle court. Abigail, il dit aux gens que vous lui devez de l'argent. Frais de voyage, rupture de contrat. Il a des papiers. Quel genre de papiers? Le genre qui a l'air officiel, qu'il le soit ou non. L'esprit d'Abigail fonctionnait vite, plus vite que son corps ne l'avait jamais fait, plus vite que quiconque la regardant ne s'y attendrait. Elle triait les faits comme des cartes dans un jeu. Victor avait payé son billet de train. C'était vrai. Victor lui avait envoyé des lettres promettant le mariage. Vrai aussi. Mais une promesse n'était pas un contrat. Et un billet de train n'était pas une dette, à moins d'avoir un avocat prêt à argumenter le contraire devant une ville qui pensait déjà que la grosse femme avait eu ce qu'elle méritait. « Où est Samuel? » demanda Clara. « Dans le pâturage sud. Il ne sera pas de retour avant le soir. Vous devez le lui dire. Je le ferai, mais pas tout de suite. » Abigail regarda Clara. « Que fait d'autre Victor en ville? » Clara hésita. Cette hésitation dit tout à Abigail. « Il parle, » dit Abigail. « Il fait plus que parler. Il paye des verres au saloon, serre des mains, raconte à qui veut l'entendre que Samuel Reed lui a volé sa fiancée et qu'il veut une compensation. » La voix de Clara baissa. « Et il leur raconte d'autres choses sur vous. » Quelles choses? Que vous n'êtes pas ce que vous prétendiez être, que vos lettres étaient une trompeuse, que vous avez envoyé une photo qui n'était pas... Clara s'arrêta. Qui n'était pas fidèle? Abigail termina. Sa voix était neutre, complètement neutre. La neutralité d'une femme qui avait entendu toutes les versions de cette accusation et savait qu'il y en aurait toujours une autre. « Lui avez-vous envoyé une photo? » demanda Clara. « Oui, elle était fidèle. Il a vu exactement à quoi je ressemblais. » La mâchoire d'Abigail se serra. Il se fichait de ma taille jusqu'à ce que l'entreprise de mon père fasse faillite et que la dot disparaisse. Alors soudainement, j'étais trop grosse, trop ordinaire, trop. Clara la dévisagea. « Votre dot a disparu? » Il était 3 semaines avant le mariage, le magasin de mon père a fait faillite. Victor l'a découvert, je ne sais pas comment, et ce télégramme est arrivé le lendemain. Abigail regarda ses mains. « Il ne s'est jamais soucié de mon corps, Clara. Il se souciait de l'argent de mon père. Et quand l'argent a disparu, lui aussi. Alors pourquoi revenir maintenant? Parce que Samuel a des terres. Parce que je vis sur ces terres. Et parce que Victor Caldwell est le genre d'homme qui croit que s'il ne peut pas profiter d'une femme, le moins qu'il puisse faire est de la punir de lui avoir fait perdre son temps. » Clara resta silencieuse un long moment. Puis elle dit, « Qu'allez-vous faire? »« Je vais en ville, seule. Abigail, c'est... » Clara. Abigail descendit du Porsche. Elle se déplaçait avec détermination, pas avec grâce, pas les mouvements délicats que les femmes étaient censées faire, mais la démarche solide et délibérée d'une personne qui avait décidé où elle allait et refusait d'être détournée. J'ai passé toute ma vie à laisser les autres se battre pour moi. Ma mère se battait en me cachant. Mon père se battait en me vendant. Victor s'est battu en partant. J'en ai fini de laisser les autres décider du cours de mon histoire. Clara la regarda longuement, puis elle hocha la tête. « Prenez mon chariot, votre cheval n'ira pas assez vite. » Abigail monta sur le siège du chariot. Les ressorts gémirent sous son poids. Elle ne sia pas. Elle ne s'excusa pas. Elle prit les rênes. « Dites au garçon que je serai de retour pour le souper, » dit-elle. « Que dois-je dire à Samuel? » Abigail marqua une pause. « Dites-lui que je lui ai demandé de se tenir à mes côtés et que je le pensais. Mais certains combats, il faut les commencer seuls avant que quiconque puisse vous rejoindre. » Elle se dirigea vers la ville. La route de Pond Crossing faisait 4 miles de poussière et de chaleur, et Abigail utilisa chaque mile pour réfléchir. Elle pensa aux lettres de Victor, celles qu'elle avait gardées dans un paquet noué par un ruban dans sa valise, celles qu'elle n'avait pas jetées parce qu'une partie d'elle savait qu'elles pourraient devenir des preuves. Elle pensa à la photo qu'elle lui avait envoyée, honnête, peu flatteuse, prise par un photographe qui n'avait pas pris la peine d'arranger la lumière avec bienveillance. Elle pensa au billet de train qu'il avait acheté, celui dont elle pouvait encore produire le reçu, parce qu'Abigail Harper gardait les reçus comme d'autres femmes gardaient des bijoux. Et elle pensa à la seule chose que Victor Caldwell ne savait pas qu'elle avait, ses lettres. Pas seulement les lettres d'amour,
les premières. Celles où il avait posé des questions prudentes et spécifiques sur l'entreprise de son père, sur la valeur des propriétés, sur les possessions de sa famille en Ohio. Celles où son affection avait augmenté en proportion directe des informations financières qu'elle avait fournies. Elle ne l'avait pas vu à l'époque. Elle le voyait maintenant. Et elle avait chaque lettre. La ville était animée pour un mardi. Trop animée. La nouvelle s'était répandue. C'était toujours le cas à Pond Crossing. Et les trottoirs comptaient plus de monde que d'habitude. Des hommes qui auraient dû être dans les champs. Des femmes qui auraient dû être à la maison. Tous positionnés le long de la rue principale avec la nonchalance étudiée de ceux qui voulaient assister à un spectacle sans admettre qu'ils étaient venus pour ça. Abigail arrêta le chariot devant le magasin général et descendit. Elle sentit les regards des dizaines. Elle sentit le murmure commencer avant même que ses bottes ne touchent le sol. Bon, elle se dirigea vers l'hôtel. Victor Caldwell était assis sur le porche de l'hôtel. Il était exactement comme dans son souvenir, beau d'une manière toute en surface, comme un vernis sur du bois pourri. Rasé de près, costume repassé, cheveux gominés, des chaussures qui n'avaient jamais touché la vraie terre. Il buvait du café dans une tasse en porcelaine, et à côté de lui était assis un jeune homme avec une maillette en cuir, qui devait être l'avocat de Topeka. Victor la vit arriver. Elle le regarda la voir, regarda ses yeux faire ce que les yeux des hommes faisaient toujours. Le balayage, la mesure, le calcul. Il sourit. Ce sourire lui retourna l'estomac. Non pas parce qu'il était cruel, mais parce qu'il était charmant. Parce que c'était le même sourire qui l'avait convaincu, à travers 37 lettres et une photo empruntée, que quelqu'un la désirait. « Abigail, dit-il. » Il se leva, d'un mouvement fluide, répété. « J'espérais que nous pourrions parler. » Alors, parlons. Peut-être dans un endroit plus privé. Ici, c'est très bien. Victor jeta un coup d'œil à la foule qui se rassemblait, son sourire se crispa. Il ne s'était pas attendu à une confrontation publique. Il s'était attendu à ce qu'elle ait honte, qu'elle veuille des murs et des portes closes, qu'elle se cache comme elle s'était toujours cachée. Très bien. Il ajusta ses poignets. J'ai engagé un avocat concernant les dépenses que j'ai engagées dans notre arrangement. Frais de voyage, frais de correspondance. Les fiançailles elles-mêmes constituaient un contrat verbal. Et votre mariage ultérieur avec un autre homme représente une rupture claire de... Combien? Victor cligna des yeux. Je vous demande pardon. Combien prétendez-vous que je vous dois, Victor? Donnez-moi un chiffre. L'avocat ouvrit la bouche. Victor le fit taire d'un geste de la main. 200 $ plus les frais de justice. 200 $. Abigail le répéta assez fort pour que la rue l'entende. Pour un billet de train qui a coûté 11 $ et 37 cents et 37 lettres que vous avez écrites vous-même au coût du papier et de l'encre, c'est une sacrée marge. Quelqu'un dans la foule rit. La mâchoire de Victor se serra. Le préjudice moral. Le préjudice moral. Elle s'approcha. Vous voulez parler de préjudice moral, Victor? Abigail, j'essaie d'être civilisée à ce sujet. Non, vous essayez d'être rentable à ce sujet. Elle plongea la main dans son sac et en sortit un paquet de lettres nouées avec de la ficelle brune. Vous reconnaissez ça? Victor regarda les lettres. Quelque chose changea derrière ses yeux. Une fissure dans le vernis. C'est de la correspondance privée. C'est votre correspondance privée dans laquelle vous me demandez, lettre après lettre, des informations sur l'épicerie de mon père, sur son inventaire, sur ses propriétés, sur la valeur estimée de sa succession. Elle brandit une lettre. Celle-ci, datée du 14 mars, me demande, et je cite, si le magasin de mon père avait des comptes auprès de banques régionales, et si oui, quel pourrait être le solde approximatif. Elle en brandit une autre. Celle-ci pose des questions sur l'acte de propriété de la maison de mon père, s'il était libre de toute hypothèque. La foule était devenue silencieuse. Un silence de mort. Le sourire de Victor avait disparu. Ses questions faisaient partie d'une cour normale. Ces questions étaient un audit, Victor. Vous ne me courtisiez pas. Vous évaluez ma famille. C'est absurde. Vraiment? Elle se tourna vers la foule. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. L'entreprise de mon père a fait faillite le 3 juin. Le télégramme de Victor Caldwell est arrivé le 4 juin. Un jour, un seul jour entre le moment où ma famille a tout perdu et le moment où cet homme a décidé que je ne valais pas la peine d'être épousé. Elle se retourna vers Victor.
Vous n'êtes pas parti parce que j'étais trop grosse. Vous êtes parti parce que j'étais trop pauvre. Le silence qui suivit fut la chose la plus assourdissante qu'Abigail ait jamais entendue. Le visage de Victor passa par une série de changements. Surprise, calcul, colère, et enfin, la seule expression qu'elle attendait. La panique. La panique d'un homme dont l'histoire vient d'être réécrite devant le seul public qui compte. C'est de la diffamation, dit l'avocate en se levant. Mon client, votre client a envoyé un télégramme de 6 mots à une femme qui avait traversé 3 États pour l'épouser. Abigail ne regarda pas l'avocat, elle garda les yeux sur Victor. 6 mots, même pas une explication, même pas des excuses. Juste, mariage reporté, ne me cherchez pas. Comme si j'étais un colis que l'on pouvait retourner. Abigail. La voix de Victor avait changé, le charme avait disparu. Ce qui se trouvait en dessous était plus petit, plus dur, plus méchant. Vous devez faire très attention à ce que vous allez dire. Ou quoi? Vous m'abandonnerez dans une autre gare? Quelqu'un dans la foule haleta. Une voix de femme. Abigail ne vit pas. Qui? Dit clairement. Seigneur, ayez pitié. Victor fit un pas vers elle. Je suis venu ici pour régler ça discrètement. Vous voulez que ça devienne laid? Très bien. Parlons de la vérité. Parlons de la photo que vous m'avez envoyée. Parlons de la femme sur cette photo par rapport à la femme qui se tient ici. Vous pensez qu'un homme dans cette ville aurait... Aurait quoi, Monsieur Caldwell? La voix venait de derrière Abigail, profonde, stable, dangereuse dans son calme. Samuel Reed se tenait au bord de la foule. Il était couvert de poussière et de sueur. Sa chemise était déchirée à la manche. Il avait manifestement chevauché durement depuis le pâturage sud, et il respirait comme un homme qui avait poussé son cheval à sa limite. Mais sa voix était stable, totalement, terrifiante stable. Aurait quoi? Répéta-t-il. Allez-y, finissez cette phrase. Victor regarda Samuel. Les 2 hommes se jaugèrent à travers 20 pieds de rue poussiéreuse, et même les gens qui ne connaissaient aucun des deux pouvaient voir la différence. Victor était poli, repassé, propre. Samuel était rude, hâlé par le soleil, réel. Un homme ressemblait à un gentleman. L'autre avait l'air de mourir avant de manquer à sa parole. « Ça ne vous concerne pas, Reed, dit Victor. Vous êtes dans ma ville. Oui, vous menacez ma femme et vous la traitez de menteuse. Ça me concerne. Elle n'est votre femme que parce que je n'en ai pas voulu. » Les mots atterrirent comme un coup de poing. Abigail les sentit la frapper physiquement dans la poitrine, dans l'estomac, à l'endroit où chaque insulte qu'elle avait jamais absorbée était stockée. Mais elle ne recula pas, et Samuel non plus. « Vous avez raison, dit Samuel. Il s'avança lentement, chaque pas délibéré. Vous n'en avez pas voulu. C'est la première chose honnête que vous ayez dite depuis que vous êtes arrivé dans cette ville. » Il s'arrêta à 6 pieds de Victor. « Vous n'en avez pas voulu, et c'est la plus grosse erreur que vous ferez jamais. » Victor ricana. Touchant, le veuf et sa fiancée de charité. Elle n'est pas de la charité. La voix de Samuel baissa. C'est la personne la plus intelligente de ce comté. Elle a découvert qu'un fournisseur de grains me trompait en un après-midi, ce que j'avais manqué pendant 6 mois. Elle a appris à lire à mon garçon. Mon autre garçon sourit de nouveau grâce à elle. Elle gère mes comptes, ma cuisine et la moitié des conversations dans cette maison. Et qu'elle fait tout ça sans jamais rien demander en retour. Il marqua une pause. Elle n'est pas de la charité, Caldwell. C'est la meilleure affaire que j'ai jamais faite. La gorge d'Abigail se serra. Elle ne pleurait pas. Elle ne pleurait pas. Victor regarda entre eux. La foule était maintenant complètement contre lui. Elle pouvait le sentir. La façon dont l'énergie l'avait changé, la façon dont les corps s'étaient tournés, la façon dont les femmes regardaient Samuel avec un mélange d'admiration et de désir. « Ce n'est pas fini, » dit Victor. Il désigna l'avocat. « Je déposerai une plainte au tribunal du comté. Je ferai examiner ce mariage. Si elle m'a été promise en premier, elle ne vous a pas été promise. » La voix d'Abigail trancha comme une lame. « Je ne suis pas une propriété, Victor. Je n'ai jamais été votre propriété. Vous ne m'avez pas acheté avec un billet de train. Vous ne m'avez pas réservé avec une lettre. Et vous ne m'avez certainement pas perdu parce que vous ne m'avez jamais eu. » Elle s'avança, assez près pour voir la sueur sur ses tempes, assez près pour voir la peur. « Allez déposer vos papiers, dit-elle. Allez parler à votre avocat. Allez dire à tout le territoire que Victor Caldwell s'est fait avoir par une grosse femme de l'Ohio.
Parce que c'est ce qui s'est passé. Vous avez parié sur l'argent de mon père. Et quand il s'est tari, vous avez fui. Et maintenant, vous êtes ici, essayant de tirer du sang d'une pierre parce que vous êtes fauché. Vous êtes désespéré. Et vous êtes trop fier pour admettre que vous avez eu exactement ce que vous méritiez. Rien. La main de Victor jaillit et attrapa son poignet. La foule retint son souffle. La main de Samuel se dirigea vers sa hanche. Mais Abigail fut plus rapide. Elle dégagea son bras avec une force qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Et elle recula, non pas en retraite, mais en contrôle. Ne faites pas ça, dit-elle. Un seul mot, bas et final. Victor resta là, sa main vide toujours tendue. Et à ce moment-là, chaque personne dans cette rue le vit pour ce qu'il était. Pas un gentleman, pas un prétendant lésé, juste un petit homme s'agrippant à une femme qui était devenue trop grande pour sa portée. Le shérif s'avança de la foule, un homme corpulent, avec une étoile sur la poitrine, et l'expression fatiguée de quelqu'un qui avait vu trop de disputes et en avait réglé trop peu. « Monsieur Caldwell, dit le shérif, je pense que vous avez dit ce que vous aviez à dire. J'ai des droits légaux. Vous avez le droit de partir pacifiquement et vous avez le droit de partir avec une escorte. Choisissez. » Victor regarda le shérif, la foule, Abigail, Samuel, dont la main reposait toujours sur sa hanche avec la patience tranquille d'un homme qui savait attendre. « Ce n'est pas fini, » répéta Victor. Mais les mots n'avaient aucun poids. Ils tombèrent à plat sur la rue poussiéreuse comme des feuilles mortes. Il se tourna. L'avocat rassembla sa maillette. Ils se dirigèrent vers l'hôtel. Victor ne se retourna pas, mais ses épaules étaient raides d'une sorte particulière d'humiliation que les hommes comme lui ne pardonnent jamais et n'oublient jamais. La foule n'acclama pas. Ce n'était pas ce genre de moment. Mais quelque chose bougea parmi eux. Un murmure, un apaisement, l'expiration collective d'une communauté qui venait de décider, sans vote ni déclaration, de quel côté elle était. Une femme plus âgée qu'Abigail ne reconnaissait pas s'approcha d'elle. Lui toucha le bras, dit « Venez à la fête de l'église samedi, d'accord? Je vous garderai une place. » Un homme toucha son chapeau, un autre hocha la tête, de petits gestes. Mais Abigail savait ce que signifiaient les petits gestes dans une ville comme celle-ci. Ils signifiaient des portes qui s'ouvraient. Ils signifiaient la machinerie lente, réticente et belle de l'acceptation qui se mettait en marche. Samuel se tenait à côté d'elle. Pas devant, pas derrière, à côté. « Je vous avais dit de me laisser m'en occuper, dit-elle. Vous vous en êtes occupé. Alors pourquoi êtes-vous venu? » Il la regarda, et ses yeux enfoncés, qui semblaient toujours observer depuis un endroit lointain à l'intérieur de son crâne. Parce qu'être à côté signifie être présent, Abigail, même quand vous n'avez pas besoin de moi. Elle le regarda, il la regarda. La rue se vidait. Le soleil était haut, brutal et indifférent. Quelque part, Victor Caldwell faisait ses valises ou préparait sa vengeance, ou les deux. Mais ici, maintenant, Abigail Reed se tenait au milieu d'une ville qu'il avait vue être abandonnée et qui venait de la voir refuser d'être brisée. Et elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Pas petite, pas adaptée, pas gérée ou cachée ou excusée. Elle se sentit vue. Et l'homme qui se tenait à côté d'elle ne l'avait pas sauvée, n'avait pas parlé pour elle, n'avait pas mené son combat. Il s'était simplement montré. Et cet acte de présence sans possession valait plus que 37 lettres d'amour d'un homme qui n'avait jamais rien aimé d'autre que l'argent. Samuel lui offrit son bras. « Rentrons à la maison, Madame Reed. » Abigail le prit. Ils marchèrent ensemble jusqu'au chariot. Thomas attendait à l'arrière. Il était venu avec son père, avait parcouru 4 miles dans la chaleur sur un cheval trop grand pour lui parce qu'il avait entendu Clara dire qu'Abigail avait des ennuis. Il avait le visage rouge et en sueur, furieux comme seul un enfant de 9 ans peut l'être. « Vous allez bien? » demanda-t-il. Pas gentiment, pas doucement, avec l'inquiétude féroce et en colère d'un garçon qui ne savait pas encore que ce qu'il ressentait était de l'amour. Abigail le regarda. Ce garçon qui n'entrait pas dans les pièces où elle se trouvait, qui comparait ses biscuits à ceux de sa mère décédée, qui dormait dans un lit fait avec une précision militaire, parce que s'il pouvait contrôler les coins de ses draps, peut-être pourrait-il contrôler les coins de son chagrin. « Je vais bien, Thomas, dit-elle. Cet homme vous a attrapé, oui. Pas aurait dû le frapper, non, pas a fait exactement ce qu'il fallait. » Thomas regarda son père. Samuel ne dit rien. Il monta dans le chariot et prit les rênes.
Thomas se retourna vers Abigail, son visage se contractait, des muscles luttant les uns contre les autres, la fierté luttant contre quelque chose de plus profond. « Personne ne vous attrape, dit-il. Pas tant que je suis là. » Puis il se retourna et s'assit face à la route, les bras croisés, la mâchoire serrée. Un soldat de 9 ans qui venait, sans le savoir, de déclarer son allégeance. Abigail monta dans le chariot. Les ressorts gémirent. Elle ne s'y a pas. Samuel les ramena à la maison. Personne ne parla pendant 4 miles, et le silence fut la conversation la plus honnête qu'ils aient jamais eue. Victor Caldwell ne quitta pas Pond Crossing. Abigail le savait parce que Clara le lui avait dit. Clara le lui avait dit parce que le réceptionniste de l'hôtel l'avait dit au mari de Clara, qui l'avait dit à Clara au petit déjeuner, qui avait parcouru 2 miles dans la chaleur pour le dire à Abigail avant que le café ne refroidisse. « Il a payé pour 1 semaine complète », dit Clara, debout dans l'embrasure de la cuisine, les bras croisés et le visage figé dans cette expression particulière de détermination sombre qu'Abigail avait appris à reconnaître comme la version de l'inquiétude de Clara. « 1 semaine complète, Abigail. Un homme ne paye pas pour 1 semaine dans une ville qu'il compte quitter. »« Non, acquiesça Abigail, il ne le fait pas. Et l'avocat est toujours avec lui. Ils ont rencontré des gens, des réunions discrètes à Wicklow. »« Quelle personne? » Clara hésita. « Frank Dunlap, Owen Mercer, Bill Tate. » Ted Abigail posa sa tasse de café lentement, prudemment, de la manière dont on pose les choses quand on a les mains qui veulent trembler, mais qu'on ne les laisse pas faire. Elle connaissait ces noms. Samuel les avait mentionnés. Des éleveurs du conseil du comté, des hommes avec de l'influence et des dettes, et ce genre particulier de flexibilité morale qui les rendait utiles à quelqu'un comme Victor. « Il ne s'en prend pas à moi, » dit Abigail doucement. « Il s'en prend aux terres de Samuel. » Clara la dévisagea. « Quoi? Pensez-y. Il ne peut pas gagner une plainte pour rupture de contrat contre moi. N'importe quel juge la rejetterait. Je le sais et son avocat le sait. Mais s'il peut convaincre le conseil du comté de réclamer les impôts en retard de Samuel, de forcer une vente, de bloquer la propriété dans des procédures judiciaires, il posséderait la terre avant que Samuel ne puisse se battre ou l'achèterait pour une bouchée de pain aux enchères. » L'esprit d'Abigail s'emballait. « De combien de temps Samuel est-il en retard sur les impôts du comté? » « Vous avez dit 3 mois. 27 jours, la pénalité double à 90. » Elle se leva. « Clara, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Dites-le. J'ai besoin que vous alliez à chaque ranch dans un rayon de 10 miles et que vous leur disiez ce que Victor Caldwell est en train de faire. Pas des ragots, des faits. Dès lors qu'un homme de l'Est rencontre des membres du conseil du comté pour forcer une vente pour impôt sur la propriété des Reed. Et puis posez-leur une question. Quelle question? Demandez-leur ce qu'il adviendra de la valeur de leurs terres si un spéculateur de l'Est commence à racheter des ranchs du Kansas à des prix d'enchères. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent, puis elle sourit. Un vrai sourire. Le premier qu'Abigail avait vu sur ce visage sévère. « Vous n'êtes pas seulement intelligente, Abigail. Vous êtes dangereuse. Je suis la fille d'un comptable. C'est de la même chose. » Clara partit. Abigail resta dans la cuisine, les mains à plat sur la table, respirant à travers la peur qui lui griffait la poitrine. Elle avait l'air confiante. Elle avait l'air sûre d'elle. Mais sous la confiance, sous la vivacité d'esprit et les mots tranchants, il y avait une femme qui avait été rejetée, abandonnée et humiliée. Et cette femme, elle était terrifiée que cela se reproduise. Elle entendit les bottes de Samuel sur le porche. Il entra, son chapeau à la main, le visage couvert de poussière et l'expression d'un homme qui avait trop réfléchi pendant trop longtemps. « Clara vient de me croiser sur la route, dit-il. Elle n'a pas voulu s'arrêter. Elle a juste crié quelque chose à propos de Dunlap et Mercer et a continué son chemin. « Asseyez-vous, Samuel. » Il s'assit. Elle lui raconta tout. Elle lui parla des réunions de Victor, du conseil du comté, de la date limite des impôts. Elle lui parla de sa théorie selon laquelle Victor était passé de l'attaque contre elle à l'attaque contre eux, que l'humiliation publique l'avait forcé à changer de stratégie, qu'il jouait maintenant un jeu plus long, plus silencieux, plus dangereux. Samuel écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment. « 87 jours, dit-il. La pénalité double à 90. C'est dans 3 jours. Si Dunlap et Mercer poussent le conseil à appliquer le recouvrement avec une pénalité doublée, vous ne pourrez pas payer. Je sais. Combien avez-vous en liquide?
42 $. La pénalité doublée sera de 60. Il regarda ses mains. Abigail le regarda faire le calcul, pas les chiffres. Il connaissait déjà les chiffres. L'autre calcul, le calcul de la fierté contre la survie, de demander de l'aide contre tout perdre, de ce que cela signifiait de s'asseoir en face d'une femme qu'il avait épousée il y a 5 semaines et d'admettre que la vie qu'il lui avait offerte était construite sur un sol qui s'effritait. « Je peux trouver l'argent, dit-elle. Sa tête se releva brusquement. Comment? Le fournisseur de grains de Wichita, celui qui vous surfacture depuis 6 mois, il vous doit un remboursement. Je l'ai calculé. Ça s'élève à 63 $. Je lui ai écrit il y a 2 semaines. Sa réponse est arrivée hier. Elle sortit une lettre de la poche de son tablier et la posa sur la table. Samuel la prit, la lut. Son visage passa par 3 expressions en succession rapide. L'incrédulité, puis la colère, puis quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Il a accepté le remboursement. Il a accepté parce que je lui ai dit que je signalerais ces écarts de prix à tous les éleveurs du comté. 63 $, c'est moins cher que de perdre 20 clients. Samuel posa la lettre. Il la fixa à travers la table. Vous avez planifié ça. Je me suis préparé. Il y a une différence. Abigail, je ne peux pas vous laisser. Vous ne me laissez rien faire. Je le fais. C'est ma maison aussi, Samuel. Ce sont mes garçons aussi. Et cet homme là-bas, elle désigna la ville, l'endroit où Victor était assis avec son avocat, ses combines et ses chaussures cirées. Cet homme ne me prendra plus rien. Samuel Reed n'était pas un homme qui montrait facilement ses émotions. 14 mois de deuil lui avaient appris à tout garder enfermé derrière cette mâchoire. Ses yeux enfoncés, cette posture rigide que Thomas avait héritée et perfectionnée. Mais quelque chose dans la voix d'Abigail, sa fureur, sa certitude, son refus absolu de céder, fit craquer quelque chose. « Vous avez sauvé le ranch, dit-il. J'ai sauvé notre ranch. » Le mot « notre » flotta dans l'air entre eux comme une allumette enflammée. Aucun d'eux ne s'en approcha. Aucun d'eux ne la souffla. « J'irai à Wichita demain, dit-il. Récupérer le remboursement. Payer les impôts avant la date limite. Emmenez Thomas avec vous. » Thomas? Pourquoi? Parce qu'il a besoin de voir son père gérer les affaires. Parce qu'il a besoin de voir un homme résoudre un problème sans les poings. Et parce que, elle marqua une pause, parce que j'ai besoin de temps seul avec Caleb. Pourquoi? Parce que ce garçon a de nouveau 4 grenouilles sous son lit et nous devons avoir une conversation sur les limites. Samuel faillit rire. Presque. Ce quasi-rire devenait familier. La façon dont sa bouche tressaillait, la façon dont ses yeux s'adoucissaient une fraction de seconde avant que l'armure ne revienne. C'était un progrès, lent, patient, minutieux. Il partit pour Wichita à l'aube. Thomas chevauchait à ses côtés, raide en selle, le menton levé, s'efforçant si fort d'être un homme que cela brisait le cœur d'Abigail. Rien qu'en le regardant depuis le porche. Avant de partir, Thomas s'était approché d'elle, s'était tenu devant elle avec cette posture rigide, l'avait regardée dans les yeux. « Si cet homme vient pendant notre absence, dit Thomas, vous fermez les portes à clé. Je le ferai. Et s'il essaye d'entrer, Thomas, je peux m'occuper de Victor Caldwell. Je sais, mais le fusil de pas est au-dessus de la cheminée. Vous savez tirer? Mon père m'a appris quand j'étais plus jeune que toi. » Thomas hocha la tête, satisfait, puis il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il tendit la main et lui toucha le bras. Juste un bref contact, le genre qu'un soldat donne à un autre avant une bataille. Rapide, ferme, et parti avant qu'on puisse nommer l'émotion derrière. Puis il monta sur son cheval et partit avec son père. Et Abigail resta sur le porche avec le fantôme de ce contact brûlant sur sa peau comme une marque. La journée fut calme, trop calme. Abigail passa la matinée avec Caleb à négocier la situation des grenouilles. Ils parvinrent à un accord. 2 grenouilles maximum, relâchées chaque dimanche. Nombre facultatif mais encouragé. Caleb nomma ses résidents actuels sénateur Sautant et princesse Verru. Et Abigail décida que quoi qu'il arrive d'autre dans sa vie, aider un enfant de 6 ans à nommer des grenouilles était du temps bien employé. À midi, elle avait terminé la lessive de la semaine, équilibré les comptes pour la 3e fois et écrit une lettre à sa sœur en Ohio. Une vraie lettre, pas le genre qu'elle écrivait avant. Des lettres joyeuses, fausses, tout va bien,
conçue pour éviter l'inquiétude. Celle-ci était honnête. J'ai épousé un étranger, écrivit-elle. Il est bon. Ces garçons sont blessés et courageux. La ville est petite et la terre est dure. Et je n'ai jamais été aussi heureuse. Je ne savais même pas que je pouvais être heureuse. Je pensais que le bonheur était quelque chose qui arrivait aux femmes plus minces. Elle la scella, la posa près de la porte. Puis elle entendit les chevaux. Pas un cheval, plusieurs. Elle se dirigea vers la fenêtre. 3 cavaliers remontaient la route. Pas depuis la direction de la ville, mais du sud. Et ils ne chevauchaient pas comme des hommes d'affaires. Ils chevauchaient comme des hommes déterminés. Elle reconnut le cheval du cavalier de tête avant de reconnaître le cavalier. Un hongre noir, cher, trop beau pour la poussière du Kansas. Victor et 2 hommes qu'elle ne connaissait pas, des hommes de main ayant jugé par leur apparence. Le genre d'hommes que l'on trouve dans les villes frontalières, des hommes dont les compétences sont à vendre et dont la morale est facultative. Le cœur d'Abigail martela ses côtes. Samuel était à Wichita. Thomas était avec lui. Il n'y avait qu'elle, Caleb, et un fusil au-dessus de la cheminée. Elle bougea vite, plus vite que quiconque l'observant ne s'y serait attendu. Elle traversa la cuisine en 4 enjambées, éloigna Caleb de ses grenouilles et le mit dans la chambre du fond. « Reste ici, dit-elle. »« Pourquoi? Qu'est-ce qui... » ?»« Caleb, reste ici, ne sors pas avant que je te le dise. » Le visage du garçon devint blanc. Il avait déjà entendu ce ton de la part de sa mère dans les dernières semaines, quand Martha essayait de le protéger du son de sa propre agonie. Il hocha la tête et rampa sous le lit et se tut. Abigail prit le fusil au-dessus de la cheminée, le vérifia. Chargé. Samuel le gardait chargé. Dieu merci, Samuel le gardait chargé. Elle se dirigea vers le porche. Victor Caldwell arrêta son cheval à 30 pieds de la maison. Les 2 hommes de main l'encadraient. L'un avait un rouleau de corde sur sa selle. L'autre avait une expression sur son visage qu'Abigail avait déjà vue. L'expression vide et professionnelle d'un homme qui ferait tout ce pourquoi il était payé et dormirait bien après. « Abigail, dit Victor. » Il souriait, ce même sourire, et ce même vernis. « J'espérais que nous pourrions avoir une conversation privée. Nous en avons une. Dites ce que vous êtes venu dire. » Il jeta un coup d'œil au fusil dans ses mains. « Ce n'est guère nécessaire. Cela dépend de ce que vous direz ensuite. » Victor descendit de cheval d'un mouvement fluide, désinvolte, comme si c'était une visite de courtoisie, comme s'il n'avait pas amené 2 étrangers chez une femme pendant l'absence de son mari. « Je serai direct, dit-il. La voie légale ne fonctionne pas. Votre petite performance en ville s'en est assurée. Les gens sont émotifs. Ils prennent votre parti parce que vous leur avez donné un spectacle. Les femmes aiment les spectacles. » Il fit un pas en avant. « Mais les spectacles se terminent, Abigail. Et quand le spectacle se termine, que reste-t-il? La vérité. La vérité, c'est que vous me devez quelque chose, je ne vous dois rien. Vous me devez une vie. » Sa voix changea. Le charme tomba comme un masque frappant le sol, et ce qui se trouvait en dessous était brut, laid et réel. « J'ai passé 4 mois sur vous. 4 mois de lettres, de planification, d'arrangement. J'ai refusé d'autres perspectives. J'ai investi du temps, de l'argent et ma réputation. Et puis le pathétique petit magasin de votre père s'est effondré et vous êtes devenu sans valeur. » Il se reprit, s'ajusta. Mais le mot était sorti. Sans valeur. Il flottait dans l'air comme de la fumée de pistolet. « Vous devriez partir, dit Abigail. » Sa voix était stable. Le fusil était stable, mais à l'intérieur, quelque chose tremblait. Pas de la peur exactement, quelque chose de plus ancien et de plus profond. Le tremblement d'une femme entendant les mots dont on l'avait affublé toute sa vie, prononcés à voix haute par la seule personne qui lui avait un jour fait croire que ce n'était pas vrai. « Je veux récupérer les lettres, » dit Victor. « Toutes. Vous les détruisez et je pars. Vous les gardez et les choses se compliquent. » « Compliquées comment? » Il désigna les 2 hommes d'un signe de tête. « Mes associés sont prêts à fouiller la propriété, avec ou sans votre coopération. Vous saccageriez la maison d'une femme pour des lettres. Je protégerai ma réputation. Votre réputation. » Abigail fit un pas en avant. Les planches du porche gémirent. « Votre réputation est exactement ce que ces lettres révèlent, Victor. C'est pourquoi vous les voulez. Pas parce que ce sont des lettres d'amour. Parce que ce sont des preuves.
La preuve que vous êtes un imposteur, un chasseur de fortune, un homme qui courtisait les femmes pour l'argent de leur père et les jetait quand les comptes n'étaient pas bons. Le visage de Victor se figea. « Donnez-moi les lettres, Abigail. » « Non. » Il fit un autre pas vers le porche. Les hommes de main bougèrent sur leur selle. L'un d'eux déplaça sa main vers sa ceinture. Abigail leva le fusil, sans viser, sans menacer, juste pour montrer. « Vous faites un pas de plus vers cette maison, dit-elle, et je mettrai une balle dans la terre entre vos pieds. La suivante ne sera pas dans la terre. » Victor s'arrêta. Il la regarda vraiment, et pour la première fois, elle vit de la peur. Pas une peur physique, dit quelque chose de pire. La peur d'un homme réalisant qu'il a perdu le contrôle d'une situation qu'il pensait maîtriser. « Vous ne me tireriez pas dessus, dit-il, mais sa voix se brisa sur le mot « tirer ». « Essayez-moi. » Silence. Un silence brutal, suffocant, et puis des bruits de sabots. Pas du sud, de l'est, de l'ouest, du nord. Clara Dawson arriva la première, conduisant son chariot comme une possédée, son mari chevauchant à ses côtés. Derrière eux, les frères Haskell, deux éleveurs de la vallée voisine, tous deux portant des fusils de chasse sur leurs genoux, puis le vieux Tom Patterson sur sa jument grise, puis la famille Miller, puis les Green, puis des visages qu'Abigail ne reconnaissait pas. Des éleveurs, des épouses et des ouvriers agricoles qui avaient entendu le message de Clara et y avaient répondu. 11 personnes, puis 15, puis 20. Ils s'arrêtèrent autour de Victor et de ses hommes de main en un large demi-cercle silencieux. Personne ne parla. Puis personne n'en avait besoin. Clara descendit de son chariot et se dirigea droit vers le porche. Elle se tint à côté d'Abigail, croisa les bras. « J'ai amené vos voisins, » dit Clara. « Je vois ça. » Ils avaient des opinions bien arrêtées sur les spéculateurs de l'Est qui achetaient des terres du Kansas. Tom Patterson s'avança. Il avait 70 ans, du cuir séché au soleil de la tête aux pieds, et il élevait du bétail au Kansas depuis avant que ce ne soit un étable. « Monsieur Caldwell, » dit-il. Sa voix portait le poids lent et délibéré d'un homme qui avait survécu aux guerres, aux sécheresses et à tout le reste. J'ai parlé de vous aux gens, de vos réunions avec Dunlap et Mercer, de vos plans pour cette propriété. Victor regarda la foule qui se rassemblait. Les hommes de main échangèrent des regards. L'un d'eux avait discrètement retiré sa main de sa ceinture. « J'ai aussi parlé à un ami à Topeka, » continua Tom. « Un juge, en fait. Je lui ai parlé des dépôts de votre avocat. Oshkuban était intéressé, en particulier par la partie concernant la saisie pour impôt sur des terres familiales occupées en utilisant des membres du conseil du comté que vous avez divertis au bord de l'hôtel. » Il marqua une pause. C'est ce qu'on appelle une conspiration en vue de frauder en termes juridiques. Mon ami juge a été très précis à ce sujet. Le visage de Victor perdit ses couleurs, pas lentement, d'un seul coup, comme l'eau d'un verre brisé. C'est, vous bluffez. Mon garçon, j'ai 73 ans. Je n'ai plus assez de temps pour bluffer. Le shérif apparut au bord du groupe. Même expression fatiguée, même étoile sur sa poitrine. Il s'avança et regarda Victor de haut depuis sa selle. « Monsieur Caldwell, j'ai reçu une plainte de Madame Reed concernant des hommes armés sur sa propriété pendant l'absence de son mari. » Il regarda les deux hommes de main. « Vous avez des affaires ici, les gars? » Les hommes de main regardèrent Victor. Victor ne dit rien. « Oh, c'est bien ce que je pensais, » dit le shérif. « Je vais vous escorter jusqu'en ville, messieurs. Et Monsieur Caldwell, je vous suggère de régler votre note d'hôtel et de prendre le prochain train vers l'Est. L'hospitalité à Pond Crossing est à peu près épuisée pour vous. » Victor resta parfaitement immobile. Le cercle d'éleveurs, d'épouses et de voisins ne bougea pas. Le silence était absolu. Puis, il fit quelque chose qu'Abigail n'attendait pas. Il la regarda, non pas avec haine, non pas avec le charme calculé qui était son arme par défaut, mais avec quelque chose d'honnête, de petit, d'amer et de réel. « Vous étiez censée être reconnaissante, » dit-il doucement. « Vous étiez censée être le genre de femme qui serait reconnaissante que n'importe quel homme veuille d'elle. » Abigail le regarda, cet homme qui lui avait écrit 37 lettres pleines de mots qu'il ne pensait pas. Qui avait construit un piège déguisé en amour et l'avait appâté avec la seule chose dont elle avait manqué toute sa vie, l'acceptation. Qui avait regardé son corps et n'y avait pas vu une femme, mais une vulnérabilité qu'il pouvait exploiter.
J'étais reconnaissante, dit-elle, pendant environ 30 secondes sur un quai de gare. Puis un homme avec 2 garçons et un ranch délabré m'a regardé et a vu quelque chose que vous n'avez jamais pris la peine de chercher. Et qu'est-ce que c'est? Un partenaire. Victor Caldwell la fixa pendant 5 longues secondes. Puis il se tourna, monta sur son cheval et se dirigea vers la ville sans un autre mot. Les hommes de main suivirent. Le shérif les suivit. Les éleveurs restèrent. Un par un, ils s'approchèrent du porche. Des poignées de main, des hochements de tête, quelques mots. Si vous avez besoin de quelque chose, Madame Reed, nous sommes juste à côté. Votre mari est un homme chanceux. Puis ils partirent aussi. Clara fut la dernière. L'offre de tarte aux pêches tient toujours, dit-elle. Et je ne dis pas ça à n'importe qui. Clara? Oui. Vous avez visité tous les ranchs du comté en une seule journée. Oui. Sur ce vieux cheval. Il n'est pas vieux, il est expérimenté. Clara détacha ses rênes. Comme moi. Puis elle disparut, et Abigail resta seule sur le porche, le fusil toujours à la main, le goût de l'adrénaline encore vif sur sa langue. Elle posa le fusil, entra, ouvrit la porte de la chambre. Caleb était sous le lit, les bras enroulés autour du sénateur Sautant et de la princesse Verrue, les yeux grands comme des soucoupes. « Le méchant homme est parti » murmura-t-il. Abigail s'agenouilla. Ses genoux protestèrent, son dos lui faisait mal. Chaque partie de son corps qui avait fonctionné sur la peur et la fureur pendant la dernière heure se souvint soudain de son poids. « Il est parti, dit-elle. » Caleb sortit de sous le lit. Il la regarda avec ses yeux enfoncés, les yeux de Samuel. Murray dit, « Vous l'avez fait. Fuir, n'est-ce pas? J'ai eu de l'aide. » « Mais c'est vous qui aviez le fusil. » Elle faillit sourire. « Oui, c'est moi qui avais le fusil. » Caleb hocha la tête solennellement, puis il brandit les 2 grenouilles. Le sénateur Sautant a été très courageux aussi. Il n'a même pas fait pipi. Abigail rit, un vrai rire. Un rire qui lui faisait mal aux côtes, remplissait ses poumons et chassait la peur de son corps comme l'air chasse la fumée d'une pièce. Elle prit Caleb dans ses bras et le serra. Il était petit, chaud et vivant, et il sentait l'herbe, l'eau des grenouilles et l'enfance. Il la laissa le serrer. Il ne gigota pas. Il posa sa tête contre sa poitrine et écouta les battements de son cœur. « C'est rapide, dit-il. Je sais. C'est parce que vous aviez peur? Oui. Vous avez encore peur? » Elle le serra plus fort. Plus maintenant. Samuel et Thomas revinrent au crépuscule. Ils arrivèrent au galop, couverts de poussière de la route, le visage de Thomas blanc d'urgence. Le mari de Clara les avait rencontrés sur la route et leur avait tout raconté. Samuel était descendu de son cheval avant qu'il ne s'arrête complètement. Il traversa la cour en 4 longues enjambées. Il monta les marches du porche 2 par 2 et s'arrêta devant Abigail, la poitrine haletante, les mains tremblantes et la voix rauque. « Êtes-vous blessé? » « Non, les garçons sont en sécurité. » Les grenouilles de Caleb sont émotionnellement compromises, mais se rétablissent. Samuel la dévisagea. Ses mains tremblaient toujours. Il regarda le fusil appuyé contre la rampe du porche. Il regarda les empreintes de sabots dans la cour. Il la regarda. « J'aurais dû être là, dit-il. Vous étiez là où vous deviez être, en train de payer les impôts, de sauver le ranch. J'aurais dû être là. » Samuel. Je l'ai pris ses mains tremblantes. Elle les tint dans les siennes. Elles étaient rugueuses, callossées et chaudes. Et elles serrèrent les siennes en retour avec une force qui n'avait rien à voir avec la force et tout à voir avec la peur. Je m'en suis occupé. Je sais que vous vous en êtes occupé. Ce n'est pas... Il s'arrêta, ferma les yeux. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. Pas des larmes. Samuel Reed ne pleurait pas. Pas devant les gens, peut-être jamais. Mais humide, proche, dangereusement proche. Je ne peux pas perdre quelqu'un d'autre sur ce porche, dit-il. Sa voix était à peine un murmure. Je ne peux pas me tenir sur ce porche et perdre une autre personne, Abigail. Je ne peux pas le refaire. Elle comprit. À ce moment-là, elle comprit tout. Pas seulement ce qu'il disait, mais ce qu'il ne pouvait pas dire. Que Martha s'était tenue sur ce porche, que Martha avait été forte aussi, que la force ne l'avait pas sauvée, que rien ne l'avait sauvée, et que Samuel Reed, malgré son calme constant et sa distance prudente, était terrifié que le même Dieu qui lui avait pris sa première femme trouve une raison de lui prendre la seconde. « Vous n'allez pas me perdre, dit-elle.
Vous ne pouvez pas le promettre. Non, mais je peux promettre que je me battrai comme une diablesse pour rester. Il la regarda. Elle le regarda. La distance entre eux, la distance prudente, mesurée et respectueuse qu'ils avaient maintenue pendant 5 semaines, se réduisit d'exactement un pouce. Pas un baiser, pas une étreinte, et juste un pouce. Mais dans ce pouce, il y avait tout. Thomas se tenait au bord du porche, observant. Son visage était illisible. Ses poings étaient serrés. Puis il s'avança et se tint à côté d'Abigail. Pas à côté de son père, à côté d'elle. Et Caleb fit irruption par la porte d'entrée avec les 2 grenouilles tenues en l'air et annonça. Le sénateur sautant dit qu'il a faim. Et aussi, pas, tu as manqué la journée la plus excitante de tous les temps. Samuel regarda ses fils, et regarda sa femme, regarda la maison qui était toujours debout, la cour qui était toujours la sienne, la vie qui était contre toute attente toujours intacte. Rentrons, dit-il. Ils rentrèrent tous les 4 ensemble. Samuel Reed embrassa sa femme pour la première fois un jeudi. Pas le jour du mariage, pas la nuit où elle sauva le ranch, et pas le matin après que Victor Caldwell fut escorté hors de Pond Crossing par le shérif et 2 éleveurs qui firent bien comprendre que le prochain train vers l'Est n'était pas une suggestion. Un jeudi, 6 semaines et 4 jours après qu'un étranger sur un quai de guerre eut dit « J'attendais, il est déjà parti », et changea le cours de toute sa vie. C'est arrivé dans la cuisine, bien sûr que c'est arrivé dans la cuisine. La pièce où Abigail avait revendiqué sa place dans cette famille. Un biscuit, un livre de contes équilibré et une grenouille libérée à la fois. Elle écrivait, pas les contes. Ceux-là étaient faits, organisés, à jour pour la première fois depuis plus d'1 an. Elle écrivait une lettre à son père. Une lettre qu'elle avait commencée 3 fois et abandonnée 2 fois parce que les mots sortaient soit trop en colère, soit trop gentils et aucun ne semblait honnête. Samuel entra de la grange. Il s'arrêta dans l'embrasure. Elle ne leva pas les yeux. « Ton père t'a écrit, » dit-il. Son crayon s'arrêta. « Quoi? » Il tendit une enveloppe. Elle reconnut immédiatement l'écriture. Petite, serrée, la calligraphie d'un homme qui avait passé sa vie à écrire des listes d'inventaire et des reçus de vente. La main de son père. Elle la prit, la tint, ne l'ouvrit pas. Quand est-ce arrivé? Mardi. Je l'ai récupéré en ville. C'était il y a 2 jours. Je sais. Il s'assit en face d'elle. Je n'étais pas sûr si tu la voulais. Tu l'as ouverte? Non. Je l'ai tenue à la lumière. Il marqua une pause. C'est court. Abigail regarda l'enveloppe. Son nom était écrit sur le devant. Son nom de jeune fille, Abigail Harper. Pas Reed. Son père ne connaissait pas son nom d'épouse. Son père ne savait pas qu'elle était mariée. Son père ne savait rien parce qu'elle ne lui avait pas écrit, n'avait pas voulu, n'avait pas été prête à affronter l'homme qui avait échangé sa fille non mariable contre la promesse d'un gendre aux ongles propres et aux manières de l'Est. Elle l'ouvrit. La lettre faisait 4 lignes. « Abigail, j'ai appris par ta sœur que tu es mariée. J'espère qu'il est un meilleur homme que celui que j'ai choisi pour toi. Je suis désolé, je ne savais pas ce qu'était Caldwell. Ton père. 4 lignes, 14 mois de silence. Ou d'une vie à faire sentir à sa fille qu'elle était un problème à résoudre. Et 4 lignes. Abigail posa la lettre. Son visage était calme, ses mains étaient stables. Mais quelque chose derrière ses yeux bougeait, un changement tectonique. Le genre de bouleversement profond et lent qui se produit lorsqu'une personne qui porte un poids depuis 28 ans sent une petite partie de celui-ci se fissurer. « Qu'est-ce qu'il dit? » demanda Samuel. « Il est désolé. Est-ce que c'est suffisant? » Elle le regarda. Est-ce que ça l'est jamais? Samuel resta silencieux. Il comprenait la question. Il se l'était posée lui-même. Dans les mois qui suivirent la mort de Martha, dans le silence d'une maison qui sentait encore son odeur, dans les nuits où il s'était tenu sur le porche et avait ragé contre un Dieu qui ne s'était même pas donné la peine de le laisser dire au revoir. Désolé n'était pas suffisant. Désolé n'était jamais suffisant. Mais parfois, à désolé était la seule porte que les gens savaient ouvrir. Et soit on la franchissait, soit on restait dehors dans le froid pour toujours. « Je vais lui répondre, » dit-elle. « Qu'est-ce que tu vas dire? » « Je ne sais pas encore. » Elle plia la lettre le long de ses plis d'origine. « Mais je ne vais pas lui mentir. Je ne vais pas lui dire que tout va bien. Et je ne vais pas lui dire qu'il est pardonné. » Elle marqua une pause. « Je vais lui dire la vérité.
que j'ai épousé un homme bon, que j'ai 2 garçons qui ont besoin de moi, que je suis plus que ce qu'il pensait que j'étais et que j'espère qu'il vivra assez longtemps pour le voir. Samuel la regarda à travers cette table de cuisine, la même table où il s'était assis ce premier soir. Des étrangers se jaugeant, calculant les probabilités. La même table où Thomas était venu s'asseoir dans le noir, non pas pour sa compagnie, mais pour le silence qu'elle offrait. Pas pour sa... La même table où elle avait étalé ses comptes en ruine et reconstruit ses finances avec un crayon et une mémoire des chiffres qui tenaient du miracle. Il tendit la main et prit de la sienne. Elle regarda sa main sur la sienne. Rugueuse, cailleuse, réelle. Abigail. Oui, j'ai besoin de te dire quelque chose. D'accord, ce premier jour à la gare. Il marqua une pause. Sa mâchoire se contracta. Ce qu'il s'apprêtait à dire lui coûtait quelque chose. Et Samuel Reed n'était pas un homme qui dépensait les mots à la légère. Je ne t'ai pas demandé de m'épouser parce que tu étais là et que j'étais désespéré. Samuel, tu n'es pas obligé. Je te l'ai demandé à cause de la façon dont tu tenais cette valise. Il resserra sa prise sur sa main. Tu la tenais comme une arme, pas comme un bagage, comme quelque chose avec lequel tu te battrais si tu le devais. Et j'ai pensé, cette femme a été mise à terre, et elle est toujours debout, et elle s'accroche à la seule chose qui lui reste, comme si elle allait frapper la prochaine personne qui essaierait de la lui prendre. Il la regarda dans les yeux. Je n'ai pas vu une femme qui avait besoin d'être sauvée. J'ai vu une femme qui s'était déjà sauvée elle-même. Et j'ai pensé, peut-être qu'elle peut m'apprendre comment faire. La gorge d'Abigail se noua. Elle pinça les lèvres. Elle ne pleurerait pas. Elle s'était promis, debout sur ce quai, trempée de sueur, et serrant un télégramme qui réduisait toute sa valeur à 6 mots, qu'elle ne pleurerait pas. Elle pleura. Pas les larmes délicates et contrôlées que les femmes étaient censées pleurer. Pas les larmes d'une seule goutte, roulant sur la joue des romans et des pièces de théâtre. De vrais pleurs. Le genre qui secoue vos épaules, fait couler votre nez et a un son laid, humain et vivant. Samuel ne lui dit pas d'arrêter. Il ne lui tendit pas de mouchoir. Il ne détourna pas le regard. Il lui tint la main à travers cette dalle de cuisine et il attendit. Quand elle eut fini, elle s'essuya le visage avec le dos de sa main libre et dit « C'est la première fois que je pleure depuis que je suis arrivé. » « Je sais. Tu comptais? » Je regardais. Il se leva, contourna la table, se tint devant elle. « Je vais t'embrasser maintenant, si ça te va. » Elle leva les yeux vers lui. « Ça fait 6 semaines, je voulais être sûr. Sûr de quoi? Que je ne t'embrassais pas parce que j'étais seul. Je voulais être sûr que je t'embrassais à cause de toi. » Elle se leva. Ils étaient proches. Assez proches pour qu'elle puisse sentir la chaleur émanant de son corps. Assez proches pour voir les rides autour de ses yeux que le chagrin avait creusé et que le soleil avait approfondi. Elle était plus grande qu'elle ne s'y attendait à côté de lui. Ou peut-être était-il plus petit. Cela n'avait pas d'importance. Ils allaient bien ensemble. Il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser de cinéma. Oh, ce n'était pas un premier baiser avec des feux d'artifice. C'était un baiser de jeudi matin dans une cuisine. Doux, certain. Le baiser de 2 personnes qui s'étaient méritées à travers le silence, les livres de comptes, les grenouilles libérées et une journée terrible, belle et impossible sur un quai de guerre. Quand ils se séparèrent, Abigail dit « Ton café refroidit. » Samuel dit « Je m'en fiche. » Elle faillit rire. Il faillit sourire. Et dans cet espace partagé entre la retenue et l'abandon, quelque chose qui se construisait depuis 6 semaines se mit enfin en place. Pas avec un fracas, pas avec des feux d'artifice, avec le clic silencieux et solide d'une porte se fermant contre le vent. Ils étaient mariés. Et maintenant, pour la première fois, ils le savaient tous les deux. Les semaines qui suivirent avancèrent avec détermination. Abigail se jeta dans le ranch avec une énergie qui surprit même Clara Dawson, ou qui avait un jour décrit sa propre éthique de travail comme étant impie. Elle renégocia les contrats de fourrage. Elle organisa un groupement d'achat coopératif avec 4 ranchs voisins qui réduisit les coûts de tout le monde de 12%. Elle mit en place un système de comptabilité si propre et précis que le directeur de la banque en ville lui demanda si elle envisagerait de faire la comptabilité pour d'autres familles. Contre-rémunération, dit-elle. Bien sûr. Pour une rémunération juste, pas une rémunération de charité, pas une rémunération de femme,
Une rémunération juste, le directeur de la banque cligna des yeux. Oui, madame. Elle facturait 2 $ par ranch par mois. En 3 semaines, elle avait 7 clients. L'argent allait dans une boîte en fer blanc qu'elle gardait dans la cuisine. Pas caché, pas verrouillé, posé là sur l'étagère où tout le monde pouvait la voir. Son argent, gagné par son esprit, sa compétence, son refus d'être autre chose que compétente. Samuel observait cette transformation avec une expression qui passait quotidiennement de la surprise à l'admiration, puis à quelque chose qui ressemblait à de la fierté, mais qui était plus profond que la fierté. Il regardait sa femme devenir une personne dont la ville avait besoin, pas seulement une personne que la ville tolérait. Il regardait les mêmes femmes qui avaient chuchoté « trop grosse pour une mariée », commencer à se présenter à la porte de la cuisine avec des questions sur leurs finances domestiques. Il regardait les hommes qu'il avait dévisagés sur le quai commencer à toucher leur chapeau quand elles passaient. Mais c'est Thomas qui changea le plus. Le changement fut glacial, si lent que si l'on ne prêtait pas attention, on le manquait complètement. Mais Abigail prêtait attention. Elle prêtait toujours attention. Ça a commencé avec les embrasures de porte. Thomas cessa de s'y attarder. Il commença à entrer dans les pièces où elle se trouvait. Pas avec chaleur, pas avec l'affection facile que Caleb montrait, mais avec une volonté réticente de partager l'espace qui, pour un garçon de 9 ans fait de chagrin et de fierté, était une révolution. Puis ce furent les biscuits. Il cessa de les comparer à ceux de Martha. Il les mangeait simplement en silence. Mais il en mangeait 3 au lieu d'1, et Abigail comptait. Puis ce fut la lecture. Elle lui avait appris, pas formellement, pas avec la structure rigide d'une salle de classe, mais de la manière dont sa propre mère lui avait appris, avec des livres laissés ouverts sur les tables, avec des histoires racontées le soir, avec des questions posées et répondues et posées à nouveau jusqu'à ce que le questionnement lui-même devienne une sorte de conversation. Thomas était intelligent, furieusement intelligent, le genre d'intelligence qui se cache derrière le silence parce que le monde ne lui a pas encore dit que l'intelligence est quelque chose dont il faut être fier plutôt que d'avoir honte. Il dévorait chaque livre qu'elle apportait dans la maison. Il posait des questions auxquelles elle ne pouvait pas toujours répondre. Il contestait ses interprétations, remettait en question ses conclusions, s'opposait à ses opinions avec une férocité qui aurait été impolie chez un adulte, mais qui, chez un enfant de 9 ans, était à couper le souffle. « Vous avez tort à propos de cette histoire », lui dit-il un soir, debout dans l'embrasure de la cuisine. Les vieilles habitudes avaient la vie dure. Le héros n'était pas courageux. Il était juste trop stupide pour avoir peur. Il y a une différence. Bien sûr qu'il y a une différence. Être courageux signifie que vous avez peur et que vous le faites quand même. Être stupide signifie que vous n'en savez pas assez pour avoir peur en premier lieu. Abigail le regarda. Lequel était votre père quand il m'a demandé de l'épouser? Thomas réfléchit à cela avec le sérieux d'un juge pesant les preuves. Courageux, dit-il finalement. Pas a toujours peur. Il ne laisse juste pas ça l'arrêter. Et moi, lequel suis-je? Thomas resta silencieux un long moment. Puis il dit, très doucement, « Vous êtes la personne la plus courageuse que je connaisse, parce que vous avez peur de tout et que vous faites tout quand même. » Il s'éloigna avant qu'elle ne puisse répondre. Ses pas étaient calmes maintenant. Pas les piétinements en colère d'un garçon en guerre avec le monde. Les pas mesurés d'un garçon qui apprenait lentement, à contre-cœur et avec beaucoup de difficulté, à laisser quelqu'un entrer. C'est arrivé un samedi de fin août. Abigail avait lancé un cercle de lecture. Pas une école formelle. Le comté n'en avait pas et n'en aurait pas avant des années. Mais un rassemblement le samedi au ranch des Reed où les enfants des ranchs pouvaient venir y apprendre. Elle avait commencé avec 3 enfants. La 4e semaine, elle en avait 11. La 6e semaine, elle en avait 17 et 2 mères qui restaient pour écouter. Elle leur apprenait les lettres, les chiffres et l'architecture de base des histoires. Comment les débuts vous accrochent, les milieux vous testent et les fins vous changent. Elle leur apprenait que les livres n'étaient pas des luxes, que la lecture n'était pas quelque chose que seuls les enfants riches de l'Est avaient le droit de faire, que chaque histoire jamais écrite était une porte, et que chaque enfant qui apprenait à lire en détenait de la clé. Thomas aidait. Il n'appelait pas ça aider. Il appelait ça s'assurer que les petites ne mangent pas les livres. Mais il aidait. Il s'asseyait à côté des plus jeunes enfants et déchiffrait les mots avec une patience qui aurait été méconnaissable 6 semaines plus tôt. Il corrigeait leurs erreurs avec une douceur qui faisait mal à la poitrine d'Abigail.
Ce samedi particulier, avec 17 enfants assis sur le porche, dans la cour et sur toutes les surfaces disponibles, Abigail lisait à voix haute quand elle entendit la voix de Caleb de l'intérieur de la maison. Pas, je suis obligé d'aller au cercle de lecture. Le sénateur Sauton est malade. La voix de Samuel. Le sénateur Sauton est une grenouille, Caleb. C'est une grenouille malade. Il a besoin de moi. Il a besoin d'un étang. Va au cercle de lecture. Caleb apparut sur le porche, portant le soi-disant malade sénateur Sauton, et annonça aux enfants assemblés. Ma grenouille est malade, et je ne suis ici que sous la contrainte. Les enfants rirent. Abigail secoua la tête. Thomas leva les yeux au ciel avec l'épuisement théâtral d'un frère aîné qui a enduré toute une vie de drame amphibien. Elle reprit sa lecture. Elle lutte pendant 1 heure. Quand elle eut fini, les enfants se dispersèrent dans la cour, à la grange, sur la route du retour. Les mères la remercièrent. L'une d'elles lui serra la main et dit « Ma fille m'a demandé de lui lire une histoire hier soir. C'est la première fois qu'elle le demandait. » Abigail garda cette phrase dans sa poitrine comme un charbon ardent. Quand la cour fut vide et que l'après-midi touchait à sa fin, elle s'assit sur la marche du porche, pas dans la chaise à bascule de Martha. Elle ne s'était toujours pas assise dans la chaise à bascule de Martha. Cela semblait être un seuil qu'elle n'était pas prête à franchir, ou peut-être un qu'elle gardait pour plus tard. Thomas sortit, il s'assit à côté d'elle, pas en face d'elle, pas à distance. À côté d'elle, leurs épaules se touchant presque. « Vous êtes doué pour ça, dit-il. Pourquoi? Enseigner, donner envie aux gens d'écouter. Merci, Thomas. » Il gratta une écharde sur la rampe du porche, la fit bouger d'avant en arrière avec son pouce. Elle attendit. « Ma maman vous aurait aimé, dit-il. » Les mots la frappèrent comme une force physique. Elle les sentit dans son sternum, dans sa colonne vertébrale, au fond de ses yeux. Elle respira à travers, prudemment. De la manière dont on respire quand on tient quelque chose de fragile que l'on ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vous tende. Je l'aurais aimé aussi, dit Abigail. Elle était petite, vraiment petite, pas la soulevait comme si elle ne pesait rien. Il marqua une pause. Vous n'êtes pas petite. Non, je ne le suis pas. Mais vous êtes grande d'une autre manière. Pas seulement, il chercha ses mots. Les mots manquaient à un garçon qui en avait habituellement trop. Pas seulement votre corps. Grandez comme si vous remplissiez les choses. La maison était vide avant. Même quand nous étions tous dedans, elle était vide. Et maintenant, elle est... Il s'arrêta. Pleine, suggéra-t-elle. Ouais. Il la regarda, ses yeux enfoncés, les yeux de Samuel. Le deuil de Martha y vivait encore, mais plus doux maintenant. Partagé, survivable, pleine. Ils restèrent assis ensemble en fin d'après-midi, silencieux, et Abigail réalisa quelque chose. Elle réalisa qu'elle avait passé toute sa vie à s'entendre dire qu'elle était trop grosse, trop large, trop lourde, trop présente, et que chaque personne qui lui avait dit ça avait eu tort. Non pas parce que son corps était différent de ce qu'il disait. Son corps était exactement ce qu'il disait. Large, lourd, présent, prenant de la place. Ils avaient tort parce que trop n'était pas un défaut. C'était une capacité. Une capacité à remplir des maisons vides, à tenir des garçons en deuil, à équilibrer des comptes en désordre, à affronter des hommes qui pensaient la posséder, à se tenir sur un porche avec un fusil et les grenouilles d'un enfant de 6 ans et à refuser de bouger. Elle n'était pas trop, elle était exactement assez. Samuel sortit. Il s'appuya contre le poteau du porche, regarda Thomas assis à côté d'Abigail. Quelque chose traversa son visage. Pas de la surprise, car il observait cela depuis des semaines. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ressemblait à la première respiration après un long moment sous Léo. « Caleb veut savoir si le sénateur Sauton peut dormir dans la cuisine ce soir, dit Samuel, en raison de sa maladie. « Le sénateur Sauton dort dehors, dit Abigail. Il a dit que vous diriez ça. Il a préparé un contre-argument. Le contre-argument, ce sont des pleurs. Le contre-argument, ce sont des pleurs. Oui. » Abigail se leva. Le sénateur Sauton dort dehors. Caleb peut aller le voir une fois avant de se coucher. Offre finale. Samuel hocha la tête. Je transmettrai les termes. Il se tourna pour rentrer, puis s'arrêta, se retourna, la regarda debout sur le porche avec son fils aîné à ses côtés. Le soleil du soir sur son visage, ses mains le long du corps, pas pressées contre son ventre, pas croisées devant elle,
n'agrippant rien pour se protéger. Juste le long du corps, ouverte, sans défense. Abigail. Oui, je ne vous ai pas sauvé ce jour-là. Moi, elle le meurt. Le regardant. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous savez ce que j'ai fait? Vous avez offert une porte. Il secoua la tête. J'ai eu de la chance. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu la plus grande chance de toute ma vie. Et j'étais trop têtu pour le voir au début. Elle soutint son regard. Et maintenant, je le vois chaque matin quand j'entre dans cette cuisine et que vous êtes déjà là. Chaque fois que j'entends Caleb rire. Chaque fois que Thomas s'assoit à une table au lieu de se tenir dans une embrasure. Sa voix était rauque. Pas de larmes. Samuel Reed ne pleurait toujours pas. Pas tout à fait, pas encore, mais proche, toujours proche maintenant. Vous n'avez pas franchi une porte, Abigail. Vous en avez construit une là où il n'y en avait pas. Vous avez construit une porte, vous l'avez franchie et vous l'avez tenue ouverte pour nous autres. Thomas se leva. Il se dirigea vers la rampe du porche, regarda la route. La même route qui menait à la ville, à la gare, au quai où une femme s'était tenue seule avec un télégramme froissé, une valise et un choix. Maman, dit-il, un mot, une syllabe, il le dit sans réfléchir, de la manière dont les enfants disent des choses qui se construisent depuis des semaines, qui se construisent en silence, dans les embrasures de porte, aux tables de cuisine et dans les compliments réticents sur les biscuits. Qui se construisent jusqu'à ce que le mot soit si plein qu'il ne peut plus être retenu et qu'il sort tout seul, naturel comme la respiration. Maman, Abigail se figea. Tout son corps s'immobilisa, chaque muscle, chaque souffle, chaque battement de cœur suspendu dans l'espace entre entendre et croire. Thomas réalisa ce qu'il avait dit. Son visage rougit, ses épaules se raidirent. Il ouvrit la bouche pour le reprendre, pour le corriger, pour se retirer derrière l'armure qu'il portait depuis la mort de Martha. « Ne le fais pas, dit doucement Abigail. Ne le reprends pas. » Il la regarda. Ses yeux brillaient, 9 ans et si pleins de chagrin, d'amour, de peur et d'espoir que son petit corps pouvait à peine tout contenir. Je n'essayais pas de... Je sais. Elle est toujours ma... Elle sera toujours ta mère, Thomas. Toujours. Rien de ce que je fais, rien de ce que je suis ne change cela. Elle était là en premier. Elle t'a aimé en premier. Elle sera toujours la première. La voix d'Abigail se brisa. Elle la laissa se briser. Mais il y a de la place. Il y a de la place pour les deux. Thomas la regarda longuement. Le plus longuement qu'il l'ait jamais regardée sans armure, sans mur, sans la fureur protectrice qui avait été sa seule compagne depuis la nuit où sa mère était morte dans la chambre du fond de cette maison. Puis il s'avança et il mit ses bras autour d'elle. Il était petit contre elle, sa tête atteignant à peine sa poitrine, ses bras minces ne faisant même pas tout le tour de sa taille. Il la serra fort, de la manière dont on s'accroche à quelque chose que l'on a refusé de prendre, parce que prendre signifie admettre qu'on en a besoin. Abigail le serra en retour. Elle enroula ses bras autour de ce garçon féroce, brillant, brisé, en voie de guérison. Et elle le serra avec tout ce qu'elle avait, avec ses grands bras, et ses larges épaules et son corps qui avait été qualifié de trop par chaque personne qui n'avait jamais réussi à voir que trop était exactement ce dont un enfant en deuil avait besoin. Caleb fit irruption par la porte. Le sénateur sautant est « Oh !» Il s'arrêta, regarda Thomas serrant Abigail dans ses bras. Son visage se fendit du plus large sourire qu'elle ait jamais vu. « Enfin, ça dit-il avec la satisfaction exaspérée d'un enfant de 6 ans qui attendait que tout le monde rattrape son retard. « On peut avoir de la tarte maintenant ?» Samuel rit, un vrai rire, plein, ouvert, et surpris de lui-même par son propre fils de 6 ans. Le son remplit le poche, roula à travers la cour et disparut dans le soir du Kansas. Et Abigail pensa que ce son, c'est pour ça que j'ai traversé 3 États. Pas pour un homme aux ongles propres et aux compliments répétés. Ce rire, ces garçons, cette vie. Elle lâcha Thomas, s'essuya les yeux, rajusta sa robe. « Oui, Caleb, on peut avoir de la tarte. » Ils rentrèrent ensemble, tous les 4. La main de Samuel trouva la sienne dans l'embrasure. Un bref contact, une pression, une promesse faite en silence, parce que les meilleures promesses le sont toujours. Abigail Reed s'assit en bout de table de la cuisine ce soir-là, et qu'elle servit de la tarte à sa famille. Sa famille. Le mot convenait maintenant. Il convenait comme son corps convenait dans cette maison. Pas parfaitement, pas sans ajustement,
pas sans le grincement occasionnel d'une planche de plancher ou une embrasure de porte étroite, mais solidement, indéniablement, en permanence. Elle ne pressa pas ses mains contre son ventre. Elle ne se fit pas plus petite, elle ne s'adapta pas. Elle servit de la tarte et elle rit des blagues de Caleb. Et elle se disputa avec Thomas à propos de livres. Et elle surprit Samuel en train de la regarder à travers la table, avec une expression qui avait enfin, après 6 semaines et 4 jours, perdu les dernières strass de son chagrin et les avait remplacées par quelque chose qui ressemblait au début de la joie. Plus tard, après que les garçons se furent endormis, que la cuisine fut propre et que la maison fut silencieuse, Abigail sortit sur le porche. Elle se tint à la rampe. La nuit était chaude, vaste et plein des sons que le Kansas produit quand il pense que personne n'écoute. Des grillons, du vent et le sifflement lointain et décroissant d'un train. Le train, elle l'écouta, la même ligne qui l'avait amenée ici, le même sifflement qui avait crié pendant qu'elle se tenait sur ce quai avec un télégramme de 6 mots et une valise trop petite pour la vie qu'on lui avait promise. Elle regarda le train passer au loin, une ligne de lumière se déplaçant à travers la prairie sombre, échalant quelque part, transportant quelqu'un, plein de gens avec leurs propres valises, leurs propres télégrammes et leurs propres décisions désespérées, belles et imprudentes. Elle ne le regarda pas partir avec nostalgie. Elle ne le regarda pas partir avec regret. Elle le regarda passer comme une femme regarde le passé traverser le présent, le reconnaissant, l'honorant, le laissant partir. Puis elle s'assit dans la chaise à bascule de Martha pour la première fois. La chaise la soutint. Elle craqua sous son poids plein, substantiel, indéniable. Et elle tint bon. Elle se balança lentement d'avant en arrière, au rythme d'une femme qui avait enfin cessé de fuir, de rétrécir, de s'excuser pour l'espace qu'elle occupait dans ce monde. Samuel ouvrit la porte d'entrée. Il la regarda dans la chaise à bascule de sa femme décédée, la chaise à bascule de sa nouvelle femme. Il ne dit pas un mot. Il tira une chaise droite, la plaça à côté d'elle et s'assit. Ils se balancèrent et s'assirent côte à côte, regardant la dernière lueur du train disparaître dans l'obscurité du Kansas. 2 personnes qui s'étaient trouvées, non pas par romance ou destin, ou l'un de ces jolis mensonges que les gens racontent sur l'amour, mais par l'acte simple, têtu et sans glamour d'être présent. Une femme à qui on avait dit qu'elle était trop, mariée à un homme qui avait tout perdu. Élevant 2 garçons qui apprenaient que le deuil ne se termine pas, mais grandit. Dans une maison qui n'était plus vide, sur une terre qui n'était plus en danger, dans une ville qui avait finalement cessé de chuchoter et commencé à accueillir. Abigail Harper Reed posa ses mains sur les accoudoirs de la chaise à bascule, pas sur son ventre, plus jamais sur son ventre, et elle respira. Poumons pleins, maison pleine, vie pleine. Elle n'était pas trop, elle était chez elle.